Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission qui vous est servi tous les matins. Sur cette chaîne, on parlera surtout de cette visite de la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, qui a donc rencontré hier le président Paul Biya. Elle est dans une ligne claire et souhaite que le Cameroun puisse travailler à consolider son unité nationale, ce qui est en soi une bonne nouvelle, même si on peut regretter qu'elle ne puisse pas aller visiter les deux régions actuellement qui nous permettent de penser que cette crise a entamé sa phase d'enlisement dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Ce serait quand même un bon message que d'y aller. Mais bon, on nous a annoncé qu'elle n'y sera pas, qu'elle n'ira pas là-bas. Et on espère également que une intervention internationale pour essayer de pouvoir épouser, mais surtout de concilier les différentes positions pourra être salutable et souhaitable pour résoudre cette crise, la crise anglophone. Donc on va, comme chaque matin, installer le panel ce matin. Commençons par Monsieur Mbachou, Charles Hamel, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à Madame Patricia Scotland. Madame, on vous attend dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cessez de boire le champagne à Yaoundé et de consommer le caviar. Vous n'êtes pas venu pour ça. Venez toucher du doigt vous-même les réalités de ces deux côtés. Merci beaucoup, madame. On vous attend. Et donc, Madame Patricia Scotland, la secrétaire générale du Commonwealth, je l'annonçais tout à l'heure en titre, et Charles Hamel a pris le relais, évidemment. Donc, il est annoncé qu'elle ne pourra pas faire le tour d'une visite dans le sud-ouest et le nord-ouest. Et on peut déjà ici vous reporter quelques réactions des organisations de la société civile qui regrettent cela. On a également sur ce plateau ce matin Florazé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. À nos chers téléspectateurs, bonjour. Maman heureuse, enfant protégé, parce qu'avec ces 1 milliard de francs CFA débloqués pour les vaccins BCG déjà disponibles, c'est une bonne nouvelle pour nous les mamans, pour les nouveau-nés. Mais monsieur le ministre, vous n'avez pas rassuré si on vivra encore ce type de pénurie ou pas. On a besoin d'être rassurant au moins pour l'avenir. D'accord, nous sommes le 20 décembre, donc normalement demain, le 21 décembre, on va commencer justement la distribution de ces vaccins BCG qui sont en cours d'acheminement dans les 10 régions du Cameroun. Madame, Monsieur, pour donc résorber cette crise liée à la récente rupture de stock de ce vaccin BCG qui est arrivé au Cameroun, souvenez-vous, samedi dernier. On a également sur ce plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, moi je dirais peut-être que nous serons rassurés, mais moi je ne suis pas sûr. Mais là où je sais, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'assurance. Ces propos viennent de moi, c'est de M. Amadou Diafarou. C'est le délégué régional des enseignements secondaires pour l'extrême nord. Il dit que là-bas, il lui faut 3800 enseignants. Donc là-bas, je ne sais pas comment le gouvernement va rassurer. Ou alors il a dit que l'école secondaire n'existera plus dans l'extrême nord du pays. Bon, voilà. On attend aussi les assurances de ce côté-là, en plus des vaccins. Si les vaccins n'arrivent pas, donc les enfants ne seront pas vaccinés, ils auront donc la tuberculose. Et ceux qui sont les aînés n'iront pas à l'école par manque d'enseignants. Voilà les assurances. Merci, monsieur le gouvernement. Le métier d'enseignant au Cameroun, quel est son sens? Quelle est la place qu'on accorde aux enseignants? Et on peut également se dire qu'il y a peut-être une baisse de vocation pour nos enseignants. On ne peut pas comprendre qu'on est dans cette pénurie d'enseignants dans une région du Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, évidemment, tout ce qu'ils subissent au quotidien amène désormais au découragement? En tout cas, Madame, Monsieur, merci infiniment. Vous êtes là encore ce matin, c'est le Zénith. On va démarrer avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et c'est Tendance de Bruxelles qui s'en occupe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Djamena au Tchad. Voilà, je n'oublie pas chez Anita, à Facha, tout le monde me regarde là-bas. Même à Pontoise, à Paris, on me regarde. Même du côté de Kolfoul à Yaoundé, je vous fais un coucou. Restez tous côtés sur la chaîne du peuple. Ce matin, ça va chauffer. Ce n'est pas le genre que le j'avais jeté qu'on avait dit que ça avait fait que non. Flora,
Tendance. Tu connais ma copine de Mbopi là? Oui. Bon, tu la connais. Oui, On tu l'appelle me l'avais Maman montré. Alice de Mbopi. Tu me l'avais montré. Elle est petite taille comme ça, noire. J'étais avec elle hier, on faisait les commentaires. J'étais chez elle. On faisait nos Congosas, quoi. Oh, Eric, tu es où? Quand j'arrive chez Maman Alice de Mbopi, on est en train de causer. Comme elle est dans une mini-cité, je vois une femme qui débarque, donner le billet à une voisine, le billet d'invitation. Bref, c'était l'enveloppe. Quand la femme a donné le billet à la voisine, moi aussi j'ai regardé. Quand elle est partie, j'ai dit, maman, le billet là m'intéresse, est-ce que je peux voir? Quand j'ouvre le truc, que vois-je? En bon français, que vois-je? Un billet d'aide pour le mariage. Donc, son billet d'aide, donc, elle est venue donner le billet d'aide du mariage, jusqu'elle a mis la date limite, le 15 janvier. C'est mauvais dehors. Bon, depuis que ta fille est née, jusqu'à l'âge de 28 ans que j'ai aujourd'hui, je ne te manque pas que je n'ai jamais su qu'on pouvait donner le billet d'aide pour le mariage. Donc, elle avait écrit sur le billet du mariage que, mesdames et messieurs, le couple ... vous demande de l'aide pour leur mariage qui aura lieu le ... en mars, tel jour. Et la date limite pour aider, c'est le 15 janvier. Oh, quand même j'ai vu, c'est dit que même bang, c'est en anglais. Quand j'ai lu, c'est dit comme bang. Donc, il est comme ça, pour organiser un mariage, il faut qu'on demande, on donne le billet d'aide. Je dis que papa moi laisser la fête s'y passer seul. Je vais aller demander à nos téléspectateurs fidèles et chéris, qu'est-ce qu'on doit donner le billet de mariage, le billet d'aide pour son mariage? Est-ce que c'est normal de donner le billet d'aide pour son mariage? Ou la question est même bien posée. C'est bien posé. C'est bien posé. Vous avez la parole. Parce que jusqu'à 28 ans, je n'ai jamais vu ça de ma vie, Eric. Donc, depuis que je suis née, je sais seulement que quand tu es marié, on vient te donner le billet, que voilà le billet d'invitation. Viens manger et boire. Maintenant, c'est à toi de savoir si tu veux donner de l'aide ou pas. J'étais scandalisée. Donc, chers téléspectateurs, téléspectatrices, on vous attend. Réagissez un peu pour voir, parce que je ne comprends rien dans cette histoire. Donnez le billet d'aide pour le mariage, Eric. Très bien. C'est une question qui est posée, question lancinante, j'oserais le terme ce matin. Et la première question, je l'adresse à vous, Bobo Mbengan, ce matin, sur le financement de l'organisation de mariage. Comment doit se faire le financement de l'organisation de mariage? Mais vous qui parlez de financement, nous on ne connaît pas le budget dans ces choses-là. Vous, donc, vous êtes entré à l'Occident pour nous dire, oui, on prévoit 3 millions et tant va coûter, tant le service traiteur est monté, est descendu. Et tout. Non, ça c'est vraiment des conneries. Et ce sont ces conneries-là qui nous amènent à cette histoire de tendance aujourd'hui. Est-ce que c'est le gars qui se marie? Il ne se marie pas en fait. Si c'est ça l'expression consacrée, c'est que c'est sa famille qui reçoit sa femme. Et sa famille, c'est la famille qui est allée doter. C'est la famille qui reçoit la femme. Et de l'autre côté, la famille de la femme remet leur fille en mariage. On donne la fille en mariage. Donc, qui doit s'occuper du financement? Non, c'est les deux familles. C'est les deux familles. Le jour où vous venez doter, la belle famille vous reçoit, vous donne l'acte de mariage, coutumier ou traditionnel, prenez comme vous voulez. Nous, en fait, c'était ça le mariage. Les choses de l'église, d'état civil, parce que je mets tout le monde au défi. Mais vous savez que chaque organisation aujourd'hui, au XXIe siècle, demande des coûts, demande qu'on puisse avancer de l'argent. Comment on fait pour trouver cet argent-là, pour donc assurer Je ne peux pas aller justifier les déviances. Quand quelque chose est mauvais, c'est mauvais. On l'évite. On l'évite. C'est-à-dire que même si on parle du principe de l'époque traditionnelle dont vous êtes l'un des chantres, est-ce que vous vous dites que pour se déplacer aujourd'hui, pour quitter d'ici, arriver, je ne sais pas, à Pouma, il faut bien qu'on mette de l'argent pour se déplacer, du carburant, du transport. Comment on finance tout ça pour tous ceux qui vont aller à ce mariage-là? Non, ça veut dire que nous, on quittait ici pour aller en Égypte, on faisait comment? Il y avait toujours les moyens de transport. À pied ou comment? Voilà, mais nous puissions ici pour aller construire les pyramides et vice-versa. Les échanges mondiaux n'ont pas commencé aujourd'hui. Donc, l'évolution du temps, on dit tout change et nous devons vivre avec notre temps, c'est vrai. Mais ce principe-là, c'est les déviances. C'est comme si vous allez me dire,
que quelqu'un est en train d'épouser une chèvre. Oui. Parce que vous allez dire, oui, mais aujourd'hui, on parlait de la zoophilie. Non, c'est des choses qu'on doit exclure. Donc, on ne doit pas les justifier. Ici, ce monsieur ne sait pas ce qu'on appelle mariage. On n'adresse pas des billets d'aide pour l'organisation de son mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas de famille? D'une soirée de mariage. Ça veut dire qu'il n'a pas de famille. Okay. Donc, en fait, quand on organise, donc, vous qui voulez budgétiser, c'est lorsque la famille organise, on estime que c'est quand même vous, on vous dit, bon, votre contribution, c'est tant. Puisque, en réalité, les deux mariés ne s'impliquent même pas véritablement dans des travaux. Mais nous, on nous avait raconté une histoire ici où la femme disait même qu'elle voulait aller piler le tarot elle-même. Et l'homme voulait aller fendre le bois. Non, vous devez être même caché. On ne vous voit pas. Donc, ce sont vos familles. Nous voulons restituer cette vie communautaire-là pour que, enfin, le mariage ait lieu. Absolument. Que les belles-sœurs viennent danser leur épouse. C'est leur épouse et vice-versa. Eh bien, elles viendront danser, mais elles ne rentreront pas. Donc, c'est une déviance terrible. Moi, je dirais à ce moment, je dirais à tout le monde qui reçoit les billets d'aide de ne rien donner du tout. Voilà. Alors, Florazé, comment vous voyez le financement de l'organisation de mariage, vous, particulièrement? Oui, je crois que ça part d'une planification, parce qu'on ne se lève pas un matin pour signifier une date. Donc, c'est réfléchi, c'est pensé. Donc, on planifie, on budgétise aussi, parce que sur le nombre d'invités, sur ce qu'on va manger, la décoration, etc. Donc, on a besoin des moyens. Mais je crois que le biais d'être maintenant qui arrive, c'est parce que les uns et les autres n'arrivent pas à faire avec leurs moyens. Donc, du coup, on a envie de toucher un seuil qu'on n'a pas souvent l'habitude de gérer. Donc, du coup, maintenant, on constate que oui, pour faire comme l'autre, on est obligé de tabler sur une certaine somme qu'on n'a pas. Donc, maintenant, il faut faire recours à certains... Moi, je suis contre. Je suis contre le biais parce que j'estime que ça expose le couple. Ça expose le couple. Moi, j'ai toujours dit ici que par rapport au mariage, par rapport à l'événement, le côté festif, il faut faire avec ses moyens. C'est-à-dire que même 2, 3, 4 personnes, 5 personnes, quitte à ce que les familles et autres personnes, la communauté qui nous entoure ne voient pas ça d'un bon oeil, mais au moins on est respecté après. Parce que vous avez beau donner le biais d'aide et tout, mais l'après-mariage, vous allez gérer comment? Les regards des autres, vous allez gérer comment? Monsieur, vous... Donc il faut faire très attention. Faisons avec nos moyens, planifions avec le budget que nous pouvons avoir. Et puis après, les 5-10 personnes qui viendront à notre mariage porteront la bonne nouvelle du fait que oui, j'ai été au mariage de Tendance, Flora et tout, j'ai très bien mangé, j'ai été très bien reçu et tout. C'est la bonne nouvelle qui va se propager un peu partout. D'accord. Alors, Chalamel, il y a un principe qu'on tire du biais d'aide, parce que le biais d'aide est par nature contraignant, on va dire, et donc peut-être que ça sacrifie peut-être le don qu'on faisait à l'époque, un don volontaire. On vient avec une contribution volontaire sans qu'on le demande à la base. Alors, il faut dire que en Afrique, il y avait des réunions. L'Afrique a connu des réunions. Réunions mensuelles en famille, réunions annuelles. Dans d'autres familles, c'était des réunions trimestrielles, tous les 3 mois. On marquait une acte, on se retrouvait au village pour débattre d'une question. Oui. Parfois, c'est un enfant malade. Parfois, c'est un frère déviant. Il fallait débattre en attendant la grande réunion annuelle où tout le monde était rassemblé. C'est-à-dire les enfants, les belles femmes, les belles filles, les époux, les gens, tous, on les rassemblait. Alors, le mariage était dénaturé. Pourquoi? C'est lors de ces réunions qu'on a arrangé. On disait, bon, en 2018... il y a tel Charles Armel a décidé de se marier en 2018. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'organise? Pour l'accompagner. Pour l'accompagner. Oui. Les questions vont commencer à fuser. Il va où? Dans quelle famille? Comment est-ce qu'il vit? Comment est-ce qu'il est accueilli dans cette famille? Est-ce que dans cette famille, on va demander beaucoup? Est-ce qu'il y a des questions qu'il commence à répondre dans le cocon familial? Et on dit, ok, quand le moment viendra, on délègue des personnes qui vont aller pour parler. Ce sont ces personnes qui se déplacent donc maintenant pour venir rencontrer le père et qui disent, bon, le beau-père, voilà, nous avons vu une fleur dans votre cour qui pousse, elle est toute belle et tout. On peut faire comment? Après cela, on remet la liste. Lorsqu'on remet la liste, les gens qu'on a mandatés rentrent encore en famille, disent,
voici ce qu'ils nous ont demandé. Il y a un autre réquisitoire qui se fait. Vraiment, ils sont chers. Hein? Vraiment, ils sont durs. Est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que il y a débat? Et là, on dit, OK, on ouvre les contributions. Étudiants, 1000 francs. Jeunes travailleurs, 5000. Travailleurs confirmés aux parents, telle somme. Parfois, ça veut le titre de notabilité au sein de la famille pour atteindre la somme qu'on a arrêtée. Ce n'est pas l'individu. On dote la femme de quelqu'un. Celui qui vous dit, j'ai doté ma femme, chassez-le. Ce n'est pas un Africain, c'est un occidentalisé. On dote. On va doter. Alors, d'où vient-il que le billet d'invitation sorte? En Afrique, si vous étiez chasseur, la caste des chasseurs s'organisait pour célébrer votre mariage. Elle s'arrangeait à vous trouver de la panthère. C'est le seul jour où le marié, l'élu du jour, pouvait consommer la viande de la panthère. La panthère. C'est ce seul jour qu'il pouvait la consommer. On s'arrangeait à aller toucher les tortues, on allait tuer les antilopes. La caste des chasseurs. Le village s'organisait. Si votre femme faisait partie d'un groupe de danseurs, si elle appartenait à un groupe de cultivatrices, on va aller sortir les meilleurs plans de Namondo, on va sortir pour venir associer. C'est la famille, c'est deux familles qui organisent. C'était un financement collégial, donc. Un financement collégial. C'est bien cela. Non, les temps ont changé, mais n'ont pas évolué. Si j'ai bien compris. Alors, tendance, on se rend compte que sur ce cas-là, tout le monde sur ce plateau, c'est la température que j'ai prise, tout le monde sur ce plateau tend à rejeter la solidarité africaine dans le cadre des billets d'aide. Tu sais qu'Éric, ça dépend. Voler d'abord, quand tu prends sans voler, sans demander, c'est le vol. Ouais. Quand on n'a pas, on demande. Je sais que quand vous allez demander, quand tu vas demander, demain on va t'insulter. On va aller faire le concours sur ton oncle. Ouais, comme tu vois là, n'est-ce pas, quand il voulait se marier, là, donner le billet d'aide. On se connaît au Cameroun. Tu comprends, non, bon. Mieux, je n'ai pas, je demande de moi. Je vais d'abord commencer à donner par ma réunion. Je commence par Fouillé Pascal. Après, je donne un job pour Hervé. J'aime les gens que je vais commencer à donner. Des gens sûrs. Les gens sûrs. Je vais me commencer à donner par mon patron. Pourquoi pas? Mon billet d'aide pour mon mariage. Parce que si vous venez à mon mariage, vous ne mangez pas. C'est mon oncle qui va être devant que c'est même quel mariage qu'elle est partie faire. Un mariage, même il n'y avait même pas à boire. Il n'y avait même pas à manger. C'est même quel faux mariage. Mieux, je demande, je fais moi le billet d'aide beaucoup. Je donne à chacun. Le jour là, c'est lui qui va me donner une tine d'huile. Ou encore, même 2 têtes de maquereau. Je prends. Celui qui va me, ou celle qui va me dire que te lave un sac d'indolé, va laver, venir me donner. Celle qui va m'aider, ou encore celui qui va m'aider moralement ou financièrement, mais moralement, je ne peux pas encore valider moralement. Mais tendance, tu veux, mais est-ce que cette femme qui va en mariage ira dans les réunions de famille? Bon. Elle doit partir, en principe même, elle doit même commencer. Puisque c'est des amis qui l'ont aidé à faire, ça veut dire que elle va en mariage en dehors de la communauté, de la famille, l'homme aussi, le garçon aussi. C'est-à-dire qu'ils vivent en Océanie, ils n'ont pas de famille, ils ne viennent nulle part. Ça veut rien dire. Quand on peut se marier, on se lève pas un matin pour dire qu'on veut se marier. Quand on veut se marier, on s'organise. Et quand on n'est pas bien pour avoir beaucoup d'argent, on demande de l'aide aux gens. Je vais me demander ce qu'a demandé la salle. Je vais aller voir le patron qui ont les salles. Je vais dire, papa, pardon, aide ta soeur, aide ta start-up. Bel homme. Voilà. Une main n'a jamais attaché le balai. Pardon, Tambo, pardon, je te donne les éloges. Parce que si je ne fais pas ça, et que mon mariage se passe mal, c'est le nom de qui va être dehors? Mon nom. D'accord, Charles Hamel. Moi, je pense que le simple fait de donner déjà le billet d'invitation est un appel à une contribution. Le billet d'invitation. On ne va pas aider. Je dis le simple fait de remettre le billet d'invitation déjà appelle à la conscience de tous d'une petite, une légère participation. Non, pas toujours. Je dis ça appelle. On vous remet un billet d'invitation, nous souhaitons que vous soyez à un mariage. Vraiment, vous ne saurez aller si vous n'apportez une petite contribution. Rares sont ceux qui prennent les billets pour venir juste prendre plaisir. Beaucoup apportent au moins une légère contribution. D'ailleurs, il y a certains qui contribuent même, mais qui ne viennent pas au mariage, qui ne sont pas là. Alors, moi, j'estime que, oui, il peut arriver un moment où vous êtes obligé de tout violer. De tout violer. Si on vous a poussé au mariage, on vous a contraint à vous marier et qu'à la dernière minute, ceux qui vous ont contraint à vous marier ne vous ont pas appuyé. Parce qu'il y a des familles comme ça où on vous pousse à bout, on vous pousse à publier les bancs, vous publiez les bancs, on vous pousse
aller au mariage. Le jour où vous décidez d'arrêter la date, vous allez, même pour l'établissement du billet, personne de la famille n'est là. Vous êtes content à un moment donné à vous tourner vers les amis en demandant de l'aide, en faisant des billets d'aide pour demander de l'aide. Je n'ai pas même donné au chef du quartier, Eric. Oui. Je n'ai pas même voir le chef du quartier, voir les notables. Le jour mon mari, même, je commence même pas toi, mon je te donne le billet d'aide. Je sais que tu vas m'aider moralement avec les conseils, je ne refuse pas. Mais aussi tous les billets d'aide, quand même, que tu peux dire que non, ma fille, comme tu vois là, voilà un casier de billets. Je viens voir Fop aussi. Je lui donne ça pas des billets d'aide, sachant que non. Le jour, il peut dire que je vais venir présenter. Je laisse. Je viens voir Flora, elle peut me dire que non, je peux présenter avec Eric. Je pars au quartier, porte par porte. Ça dépend de comment il vit. Si je prends d'abord la liste et voir les gens qui ont un peu. Et papa, pardon, n'oublie pas ta soeur. C'est que c'est bientôt. On va dire que bientôt, il va finaliser tout. Voilà le billet, pardon. La date limite, c'est tel jour. Ne venez pas à la dernière minute. Pardon, solidarité. Dame de bonne volonté. Oui. D'accord. Donc ça, les âmes de bonne volonté. Ça répond au principe de la solidarité en Afrique et c'est important qu'on le dise ici parce qu'effectivement le monde dans lequel on vit actuellement n'est pas le même moment que par le passé. Il y a des contraintes qui sont liées à notre mode de vie et qui appellent à des dépenses. Donc forcément, s'il n'y a pas les moyens, le débat ne sera pas s'il faut ou pas le faire. Le débat sera est-ce qu'on est suffisamment dans une forme d'humilité pour admettre qu'on peut solliciter de l'aide ou se dire que voilà, on est assez fier et qu'on a les moyens soi-même de financer son mariage. Alors on va prendre, oui, vous rebondissez. Non, je dirais seulement que nous allons là vers la déviance du code de la famille. Oui. Quelle sera la famille donc demain? Voilà, c'est non, tout. le billet d'aide n'est pas forcément un billet d'aide hors de la famille. On peut faire des billets pour une famille, pour la famille on aussi. ne doit pas. On pose son problème en famille. Ça veut dire qu'on demande déjà de l'aide. Ça veut dire que notre fille a trouvé un amant, un fiancé. Notre fils a trouvé une fille, a trouvé une fiancée. On fait comment? C'est comme ça que ça commence et c'est cette famille-là qui vous donne, qui vous envoie en mariage. Bon, il faut aussi... C'est de la même manière que se passe le contraire. Quand on vous dit la famille est telle, la famille est telle, la grande famille telle vous appelle, pourquoi on le fait donc? Et de la même manière, lorsqu'on organise les obsèques de quelqu'un, on dit la grande famille telle en le regret. C'est donc ça, vous ne pouvez pas, pour le mariage que pour le deuil, vous mettez les noms de famille et estimez que non, c'est votre problème à deux. Vraiment, lorsque. Non, ça veut dire que c'est des déviances. Moi, je vous laisse faire. On me donne m'adresse un billet d'aide. Pour cela, je ne contribue pas. De toutes les façons, pas pour la même raison. Pas pour la même raison que chez Florazé. Parce que Florazé n'aura pas d'aide parce que pour une autre raison, vous. Oui, mais avant, la question financière dans notre communauté aujourd'hui est très épineuse, est très importante parce que nous vivons des moments difficiles. Il ne faut pas contraindre les gens à participer dans votre mariage, etc. Et même quand on sort des familles, Bombok, c'est-à-dire que vous venez au sein de votre famille, vous dites, ok, j'ai une petite manifestation, je me marie, on te dit oui, tu te maries et puis quoi? Qu'est-ce que toi-même tu apportes d'abord? Montre-nous ce que tu as. Le problème et est mal maintenant, posé. Il faut d'abord que la famille voie ta fiancée. Je crois que... Tu acceptes qu'on lui porte des critiques. Je crois que, au-delà, vous avez déjà présenté le côté fiançailles. Maintenant, on est dans la concrétisation de la chose. C'est-à-dire qu'on demande au fils de la famille, toi, tu as combien? Tu as planifié combien? Tu as quoi maintenant pour que la famille t'accompagne? Ça s'est toujours fait. Donc, vous apprenez donc à votre fils à faire quoi? À pêcher ou alors vous lui donnez du poisson? Non, moi je dis que maintenant, c'est ce que vous devez apprendre. Ce sont des valeurs que nous devons communiquer, inculquer justement aux enfants. Comme les mototaximens de ville violent les feux rouges là. Comme ça se fait toujours. Je ne vois pas en quoi c'est mauvais que de planifier pour soi-même et d'aller au sein de la famille et dire, ok, j'ai 100 francs. Papa, maman, grand-père et tout, aidez-moi, mais apportez vos contributions dans mes 100 francs. Non, c'est pas vous qui organisez votre mariage, c'est la famille qui vous marie. Moi, j'ai toujours dit que ça commence d'abord avec, c'est d'abord individuellement. Et la famille nous accompagne. D'accord. En tout cas, mais en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que on va faire le distinguo entre les phases précédentes du mariage, la soirée nuptiale, là, parce que cette soirée nuptiale souvent donne droit à beaucoup de dépenses et clairement à des amis qu'on invite. Oui, parce que vous voulez le bling-bling. Je voudrais préciser une chose à Florazé, c'est que la stratification traditionnelle
est précise. L'homme survit. De 0 à 25 ans, l'homme survit. Il vit de 25 à 30 et il s'affirme. Vous survivez parce que vous êtes encore nourri par vos parents. Vous vivez, à peine vous venez de trouver le travail, vous vivez. À quel moment vous vous affirmez lorsque vous décidez, lorsque vous avez pris femme, vous avez des enfants et donc vous assumez une charge. Vous vous affirmez dans la famille. À quel moment va-t-il venir me dire que mon fils qui a commencé le travail il y a 3-4 jours, ou 5-6 mois, 4 ans, il vient me dire qu'il veut se marier et il a l'argent? C'est pourquoi je te dis qu'on ne se lève pas un matin justement pour s'engager. Non. On ne se lève pas un matin pour s'engager, pour dire j'ai pris pour épouse, etc. Nous, vous ne prenez pas c'est réfléchi mûrement par vous l'individu. J'ai pris femme. Qui ça prend, se réfléchit. On prend femme pour toi, on te donne la femme. Non, c'est faux. Okay. C'est vous qui choisissez votre femme. Okay, oui, c'est vous personnellement. Merci infiniment à vous. Florazé, quelques messages pour voir ce que vont nous dire ceux qui nous regardent ce matin et qui évidemment réagissent via le numéro de téléphone au bas du petit écran. Voilà. Bonjour à vous. En studio, s'il vous plaît, ne dénaturons pas le mariage. Battons-nous avec nos moyens de bord, sachant qu'il n'y a pas un mariage modèle que tout le monde doit copier. C'est Madeleine qui réagit ce matin. Oui, mais sachant que le mariage, c'est une tradition. Dans chaque peuple a ses traditions, ses us et coutumes. On les copie comme ça. Quitte à ce qu'on apporte des aménagements en fonction des avoirs d'une famille à l'autre. Voilà, des réformes. Il y en a qui célèbrent leur mariage au village, là où tout est moins cher. C'est pas un problème de charité ou de pas. Il peut décider d'enlever son mariage à côté de la tombe de son papa, de ses grands-pères. D'accord. Bon, merci beaucoup de commenter, mais merci aussi qu'on lise quelques messages ce matin. Les gens aiment mettre beaucoup de problèmes d'argent. Parce que c'est l'important. Alors, autre réaction, merci. Ne trouvez pas que la société est assez diminuée et démunie pour organiser soi-même un mariage? Alors, je vais répondre à ce SMS en disant tout simplement que c'est la plus grosse tontine. Moi, j'ai un cousin, lorsqu'il se mariait, mon père lui avait offert une veste, un ensemble veste. Mon père avait acheté pour lui. Lorsque l'un de mes frères devait se marier, lui aussi, étant déjà marié, a dit, ton père m'avait offert une belle veste. Moi, je prends sur moi de t'offrir la veste. La veste, ouais. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les familles. Les liens se raffermissent avec cette affaire de mariage. Aujourd'hui, l'occidentalisation vient, je vais me marier, j'ai mon argent. Toi qui? Quelqu'un vous informe même que quand vous savez mon mariage, ce sera le 8 janvier. Un dernier. Vous venez découvrir votre femme le ne venons pas imposer justement notre choix aussi aux autres. Chacun est libre de faire son choix et de l'assumer. C'est vous qui imposez votre choix aux autres. Il y a d'abord l'attente entre, il devra avoir l'entente entre les deux familles. Les billets d'aide viennent après. Aux gens sûrs et importants. D'accord, merci beaucoup pour vos réactions, madame, messieurs, à la maison. Nous sommes très heureux d'être là avec vous. C'est un plaisir non dissimulé, vous allez sans doute le ressentir. On va tout de suite prendre la prochaine rubrique de ce programme ce matin. Déjà, lundi, il nous disait, il nous l'affirmait, il nous le martelait ici, qu'il part en Libye. Il a dû retarder un peu son départ pour nous rappeler les plans quinquennaux hier et ces plans qui avait permis au Cameroun de mettre en place des infrastructures qui sont encore aujourd'hui disponibles pour nous. Mais aujourd'hui, il va voir ce qui s'est passé ensuite avec une navigation à vue. C'est du moins le sentiment qu'on a. C'est la colère de Chalamel tout de suite et maintenant. Hier encore, on disait qu'on était des bavardologues. Nous bavardions sur ce plateau alors que des bonnes choses se faisaient dans ce pays. Eh bien, réfléchissons sur ces bonnes choses ou sur ces bonnes choses qui se font dans ce pays avec une question. Quelle est la vision politique au Cameroun? Je m'interroge ce jour sur la question de la vision politique de nos dirigeants dans ce pays. Quelle est la vision qu'ont nos dirigeants dans ce pays, le Cameroun? Comment comprendre le fait que nos dirigeants évoluent par une gouvernance sans boussole?
Comment comprendre le fait qu'on soit encore sous plan d'ajustement structurel après celui de 1986? Comment comprendre que le Cameroun soit passé de pays à revenu intermédiaire en 1982 à dernier de la classe, même comme les experts en gromologie facebookienne veulent nous faire croire le contraire? Comment comprendre que le Cameroun ait réussi en 1982 à opter pour une politique de planification économique partie de la nécessité de mettre en place en un temps record des infrastructures économiques de base et d'accélérer le développement économique avec l'inexistence du secteur privé dans un pays parti de rien? Savez-vous qu'en parcourant l'encyclopédie de la République unie du Cameroun, rédigée en 1981, tome 3e, consacré à l'économie, on peut lire 2 points, je cite, le plan définit les objectifs globaux à atteindre et le cadre du développement économique, son élaboration traduit l'option du libéralisme planifié. Comment donc comprendre le fait que les 299 ministres ayant traversé les 35 ans du renouveau n'ont pas pu se rendre compte que le plan d'ajustement structurel de 20 ans, 1987-2006, a conduit à la totale destruction du laborieux tissu économique et social mis en place à travers la liquidation de nombreuses sociétés d'État et d'économie mixte, la destruction de milliers d'emplois et la privatisation braderie au profit des amis intérieurs et extérieurs du régime sans aucun profit substantiel pour le pays. Comment comprendre qu'après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2006, le gouvernement camerounais n'a pas profité de la mise ou de la remise d'une bonne partie de sa dette extérieure et de la crédibilité retrouvée pour prendre des initiatives audacieuses dans la mise en place de nouvelles politiques économiques endogènes et volontaristes orientées vers la promotion d'une croissance économique forte, susceptible de créer plus de richesses et d'emplois? Comment comprendre encore qu'au lieu d'impulser une nouvelle donne, les gars d'Angola se sont lancés dans une nouvelle génération de programmes avec les bailleurs de fonds internationaux basés sur le document cadre dénommé DRSP, entendez document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Que de gros mots. DSP, dont la générosité n'avait d'égal que la vision naïve qui traitait la pauvreté comme une fin en soi au lieu de ce qu'elle soit effectivement une simple absence de développement. Savez-vous que les gains de la mise ou de la remise de la dette, au lieu de contribuer à la relance de la croissance économique en finançant les secteurs productifs, ont plutôt été consacrés en exclusivité au financement des secteurs sociaux qui par nature sont improductifs? Savez-vous que les premiers gains d'environ 2 milliards de francs CFA injectés dans l'économie pendant les 2 premières années, 2006-2008, n'ont pas provoqué le moindre frémissement sur le point de vue économique? Comment donc comprendre que les mêmes visionnaires qui nous traitent de bavardologues aujourd'hui aient en un laps de temps abandonné le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté pour se lancer dans ce qu'ils ont eux-mêmes appelé en 2009 le document de stratégie pour la croissance et l'emploi censé conduire le pays à l'émergence 2035. Vraiment. Voilà donc le document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui n'avait même pas démarré que les travers managériaux du régime que sont l'inertie, la corruption, la malgouvernance et l'incompétence ont vite fait de plomber une initiative qui en 4 ans n'a même pas pu décoller, aussi bien dans sa première réalisation qui pour la plupart devait s'achever en 2010 que dans ses prévisions de croissance du produit intérieur brut. Comment donc comprendre que téméraires qu'ils sont, ces gars-là, en 2013, changent de fusil d'épaule et se lancent dans ce qu'on a appelé premier plan d'urgence. Vous-même voyez comment on évolue, du coq à l'âne. Premier plan d'urgence, chargé uniquement de redresser les performances qui battent de l'aile, relooké quelques mois plus tard par le président de la République qui annonçait le 31 décembre 2013 un plan d'urgence un peu plus élargi. Voilà donc les visions des trentenaires qui, de 1982 à 1986, ont procédé à la promotion des hommes d'affaires à coût de rente sans limite, au détournement accéléré des deniers publics et de distribution clientéliste et laxiste des crédits à des soutiens du régime
à une politique de fragilisation des finances publiques, faillite du système bancaire, avec à la clé la fermeture de nombreux établissements et la restructuration d'autres, avec des milliers d'emplois perdus et des milliards de francs CFA de crédits compromis. D'accord. Le Cameroun qui est donc actuellement aux prises à de nombreux défis. On nous a évidemment vendu cette autre boussole qui est celle de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, mais également tout ce qu'on nous vantait à l'époque via les projets structurants qui viendront faire du Cameroun un pays qui aurait une croissance à 2 chiffres. Mais depuis lors, on n'a jamais eu cette croissance à 2 chiffres. Et même les chiffres annoncés 9%, 6% sont difficiles à atteindre via tout ce qui est fait. Les retards qu'on peut observer dans les différents projets, l'autoroute Douala-Yaoundé par exemple, on parle des autres barrages qui tardent également à être finalisés. Donc voilà tout ce que le Cameroun vit actuellement via les différents plans qu'il met en place. Alors bon, Bengane, j'aimerais tout de suite vous demander, beaucoup de personnes aujourd'hui disent que ce DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, n'a pas été mis en place, n'a pas réussi, vit ce qu'il vit actuellement parce qu'il y a eu des vents contraires. Mais le vent contraire, il a parlé de la programmation, parce qu'il n'y a pas d'orientation politique dans cette programmation. En fait, quand je dis programmation, ça veut dire au moins qu'on a donné de manière séquencée comment les choses allaient se passer. Donc il n'y a même pas de contenu politique dans cette vision-là. Oui. Et pour dire qu'il n'y a pas de vision, puisqu'on ne peut pas. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où on ne peut même pas programmer les vaccinations des enfants. Ça veut dire qu'on vous dit tous les enfants qui meurent aujourd'hui risquent de mourir avant l'âge de 2 ans parce qu'ils seront atteints soit du paludisme, soit de la tuberculose. Et vous, les aînés, leurs aînés, vous aussi, vous risquez de mourir parce qu'il n'y aura pas de vaccin, de BCG. Voilà dans quelle situation nous trouvons. Mais lorsqu'on vous dit donc que non, le paludisme sera soigné de la femme enceinte jusqu'à l'enfant de 5 ans. Vous irez à l'école publique de manière gratuite, dès la maternelle jusqu'à tout le cycle primaire, et que cela ne se passe pas. Vous allez me parler de plans de lutte contre le chômage. Non, il faut qu'on soit quand même un peu sérieux. Les mêmes gens, lorsqu'on dit, oui, mais l'État se désengage du secteur productif. D'accord, mais est-ce que l'État a confié au privé camerounais ce secteur productif? Ils sont là, les milieux économiques pleurent tout le temps. Et pourtant, dans le DSCE, il y a prévu un plan d'appui direct au secteur privé. La preuve a été donnée devant le chef de l'État lui-même. Oui. Mai 2016, il organise un grand forum Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Bon, comme moi, je suis bon, je reste trop au village. Mais peut-être que vous avez vu les investisseurs qui sont venus depuis que le chef de l'État... Mais de toutes les manières, dans mon village, ils ne sont pas encore, je n'ai même pas encore entendu. Peut-être que vous, en ville, vous avez entendu. Oui. Mais il n'est rien. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'agence de promotion des investissements. Et je ne vois rien venir. C'est pour dire que, on dit quoi? C'est des mots. 2012, non, un programme un projet agropole qui va mobiliser 960 milliards de francs. C'est-à-dire que le Cameroun va nourrir l'Afrique centrale et même va procéder à l'exportation. Aujourd'hui, c'est nous qui prenons le riz chinois. Tendance nous a dit ici que le riz là, voilà, ça colle. C'est le nylon, voilà. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a pas de programmation, rien du tout. Même dans le secteur des divertissements, je ne prends que ça, puisque ça au moins ça mobilise les gens. Lorsqu'on insulte un entraîneur de football et qu'il gagne une Coupe des Nations, tu vois le peuple en liesse. Est-ce qu'il y a une politique, il a parlé tout à l'heure des définitions politiques, est-ce qu'il y a une politique sportive dans ce pays? Vous pouvez me dire? Moi, je ne vois pas. Ils vont vous dire qu'a été créé de la foot, par exemple, avec le DG. Ah, d'accord. Parce qu'eux-mêmes, qui va former la pépinière de demain et tout le reste. Ah, d'accord. Il a annoncé l'Académie supérieure de football, c'était le 10 janvier 2010. Et lorsque quelqu'un m'a invité à ce qu'ils ont appelé Forum national sur le football, en mai, même année, l'ancien ministre du Sport, vous avez bien fait de l'appeler, j'étais dans la même commission que lui, et il vit encore, Félix Toyenbok. Il nous a dit, mais monsieur, dites-nous un peu,
dans votre pays, on peut passer de la maternelle à l'université où se trouve l'enseignement secondaire du football. Donc il a posé la problématique, pourquoi? Comment former les footballeurs lettrés? Oui. On n'arrive pas, nous avons 2 systèmes scolaires, on va les mettre où? C'est ce qu'on appelle sport-études. Donc en fait, voilà quelque chose qu'on a créé là. D'abord, ils ont commencé le recrutement dans les régions. Dans les régions, actuellement. Que, ici, dans le littoral, Tony a lancé un communiqué là et tout. Bon, on verra, il n'y a rien du tout. Oui. Ne nous voilons pas la face, il n'y a rien. Mais... Charles Amel a prononcé le mot, c'est une navigation à vue. Puisqu'on sait que le jour, il y aura la nuit et le jour va se lever demain. Il faut dire quelque chose, on a dit quelque chose. D'accord. Et tout le monde sait que cette chose-là, ce n'est pas vrai et ça ne va pas se réaliser. Alors, donc, Charles Amel, est-ce que vous pourrez souscrire à un discours de plus en plus entendu qui semble dire que le régime du renouveau est beaucoup plus dans l'administration du Cameroun que dans la gouvernance du Cameroun? L'administration du Cameroun. Oui, administrer le Cameroun. Dans le Cameroun, moi, j'ai envie aussi de vous reposer la même Parce question. Que si on part du principe que gouverner, c'est prévoir, et que gouverner est différent d'administrer, et que on a des gens qui plutôt gèrent les affaires courantes. Je risque de faire une crise d'AVC sur ce plateau. Oui, allez-y. Avec ce que vous dites, gérer, c'est prévoir. On a prévu où? Quel est ce pays qui entre en concurrence avec les entreprises privées? Oui. Qui va dans le secteur, qui va investir là où les entreprises privées ont déjà réussi? Non, là où il a demandé aux entreprises privées d'investir. Lui-même va investir qui vous a envoyé? C'est pas normal, c'est une grosse incongruité. Regardez comment on va de 2006, 2008, un programme. Le programme est biaisé, on change le programme. Vraiment, on dit réduction de la pauvreté. Quand vous entendez même cette expression, réduction de la pauvreté, on parlait de quel type de pauvreté? Même lorsque vous parcourez les documents, même le fameux document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, oui. vous vous rendez compte que c'était vide de sens. On s'attaquait à la pauvreté elle-même, pas à la pauvreté comme développement, facteur de développement. On disait non, il faut s'attaquer à la pauvreté. Conséquence, on a développé ordinateur pour tous. C'est tout le monde qui a les ordinateurs. Voilà le chef de l'État qui revient lui-même encore ouvrir les ordinateurs. Donc, conséquence, c'est un programme faux. Informatique pour tous. Introduction de l'informatique dans le système éducatif. Faites le tour ici dans les lycées, ici à quoi? Au moment de Panda, vous allez vous rendre compte que dans les écoles maternelles, il n'y a même pas de lumière. Quel type d'ordinateur? Vous arrivez dans un établissement scolaire, vous trouvez encore le système d'exploitation 98, 8.2 98, alors que les gars ont déjà migré. Vous parlez de quoi? De quoi est-ce qu'on est en train de parler dans ce pays comme celui-ci? Alors, c'est quoi le problème? Vous situez le problème au niveau du fait qu'il y ait des programmes qui sont mis en place et qui ne sont pas suivis. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est cette poudre-là qu'on nous verse dans les yeux. Oui. On va d'un programme à un autre, un programme à un autre, un programme à un autre, sans marquer un temps d'arrêt pour évaluer l'ensemble des programmes mis sur pied. Lorsque vous parlez de la DSCE, la DSCE, qui n'a même pas démarré, les travers managériaux ont tué. Oui. Vous avez eu les objectifs du millénaire. Les objectifs du millénaire, nous avons eu ces ODD. Les OMD qui sont devenus après ODD, oui. Vous me suivez encore? Non, je vous assure. Mais sauf que tout ceci était calqué par l'ONU qui avait évidemment suggéré aux pays à voie de développement de mettre en place donc ces OMD qui sont ensuite devenus ODD. Mais j'ai envie de dire, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de planification, il y a quand même ce document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui a été mis en place et qui a été corrigé en 2014 avec le plan triennal. Il y a quand même là une volonté du président Paul Biya qui à l'époque disait... Je vous prends un cas, Eric Fopoussi. Oui. Nous avons le premier projet qui était celui du complexe industrialo-portuaire de Kribi. C'était un projet qui avait été annoncé dans le thème du document de stratégie et tout ça qu'on sort pour l'emploi et la création et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Où nous en est-on aujourd'hui? Je rappelle que... Nous, où en est-on? On n'est plus au complexe industrialo-portuaire, mais on est au niveau du port de Kribi. Du port de Kribi. Voilà, oui. Voilà. Donc ça, c'est un projet mal préparé, premièrement. C'est un projet inadapté. Parce qu'il faut dire la vérité. C'est un projet inadapté, mal préparé. Donc vous pensez que l'objectif qui était prévu parce que le Cameroun souhaitait être desservi quelques zones de pays voisins comme le Tchad, la RCA et même le Congo-Brazzaville. Vous avez le Nigeria. Déjà, non, le port de Kribi, que je vous dise déjà, ne sera utilisé en pleine capacité que dans 10 ans.
Oui, parce que dans 10 ans. oui, il n'y a pas de route. Entre-temps, vous avez le Nigeria à côté, Oui, c'est clair. qui est en train de lancer le plus grand port de la sous-région. Vous avez le Tchad. Aujourd'hui, on est en train de laisser le port de Douala. Le Tchad et la Centrafrique ont délaissé le port de Douala à cause des magouilles, à cause des policiers véreux qui sont sur le corridor, qui ne parviennent pas, ils ne parviennent plus à sa sortie. Absolument. Ils sont abandonnés. Voilà le port de Kribi. On était sûr que le feu de Mbalam devait être démarré de ce côté. Oui. Vous n'avez pas une main d'œuvre, l'activité n'a pas démarré. Au lieu qu'on avait prévu. La route pour acheminer déjà les containers jusqu'à ces pays voisins qui devaient bénéficier et nous rapporter de l'argent, c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire ceci quand même, parce qu'il faut qu'on soit clair. Le président Paul Biya et le gouvernement avaient à l'époque, et là je vous parle par exemple, dit que la chute du coût du pétrole qu'on a connu, souvenez-vous, via la crise de 2008 qui a vu le pétrole chuter, mais également, on va dire, la guerre contre Boko Haram, c'est les raisons qui sont avancées, ont retardé donc, la mise en place de tous ces plans. Donc visiblement, il y a eu une planification, mais il y a eu des défaits majeurs qui sont arrivés et qui ont empêché que ça se passe bien. Non, ces deux arguments tiennent. Quand on fait des analyses économiques, non, ça c'est vrai, on ne peut pas le nier. Boko Haram, la guerre absorbe beaucoup d'argent et tout. Mais, sauf que il y a l'argent. Le nouveau directeur de la caisse autonome d'amortissement nous dit qu'il a là, l'argent frais, plus de 5 000 milliards de francs. Mais il ne peut pas nous donner cet argent au Cameroun, au gouvernement camerounais, parce que les projets ne sont pas matures et parce que les projets n'arrivent jamais à expiration. Donc, et parce que les projets sont toujours, cet argent est toujours détourné. Oui. Ce n'est pas moi, dans sa note de conjoncture. L'actuel, on venait de le nommer là, à milieu d'année, je pense que c'était en juin. D'accord. Donc, très bien. bien. Ça veut dire que l'argent existe. Oui, Allons même parler. qu'on Les ne- premiers gains Voilà. d'environ 2000 milliards Oui. qui avaient été injectés dans l'économie fin 2006, début 2008, Oui. ça a permis qu'un financement dans le secteur de l'économie. À partir de là, on pouvait déjà commencer à sonner l'alerte en disant non, réfléchissons sur la nouvelle stratégie. Est-ce que finalement, on va dire, les budgets programmes, nous sommes à combien d'années avec les budgets programmes, ça a apporté quoi? On peut vous en citer, que ce soit le Païja. Je reviens là-dessus parce que c'est des programmes qui ont englouti véritablement beaucoup d'argent. Ouais, Je budget suivais Tivor. le ministre Grégoire Wona sur une chaîne de la place dire que le chef de l'État met tout en œuvre, le chef de l'État fait tout, on ne peut pas trouver tout au Camerounais, mais que non. C'est le rôle du gouvernement d'impulser la donne. C'est au gouvernement de dire, ok, nous avons choisi un chemin, nous encourageons les différents secteurs à s'investir dans ce domaine. Voilà. Alors nous avons le PAIJA, nous avons le PIC, nous avons le PAGE, et le même ministre Grégoire Wona disait que si on se rend compte, les Camerounais se rendent compte que le secteur, le PAGE, lui, n'a pas pu aboutir, que le PIACI n'a pas pu aboutir, qu'il dénonce, il y a des acteurs qui sont là, on pourra apporter des correctifs. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave qu'il ait dit. Je dis, vous C'est extrêmement grave. Lorsqu'il a dit, je me suis retourné 5 fois sur ma chaise, là où j'étais assis, il y a des problèmes dans ce pays. Donc ils ne savent pas. Bon, tendance Kenny d'abord, avant que Flora ne prenne la Donne-moi ton parole. brique, pardon, j'écris ce que je vais dire. D'accord. Oui, on va Elle écouter me ce sent que... très bien, sent très bien. J'ai ce dit à que mon tu père as ce dit. matin. Ah. Parce qu'on doit vous voir son père. Papa, tu te souviens, non? Comme tu avais dit que la terre ne trompe pas là. Certains jeunes sont rentrés. Tu avais dit tenir le discours là, c'était un 10 février. Parce que chaque 10 février, tu parles à ton peuple. 2016, c'est vrai. Tu parles à ton gouvernement, aux compatriotes. Tu t'adresses à tes enfants. 10 février 2016, tu avais dit que la terre ne trompe pas. Les jeunes qui sont rentrés au village, ils ont trouvé que tous les boss avaient acheté les terrains et les terres. C'est vrai. Les deux. Je confirme. En 2018, c'est une proposition par terre. En 2018, il faut qu'on organise une prière, donc une journée de prière pour le pays, pour bien commencer l'année. Ça, c'est tout une proposition. Ça fait le deuxième sujet. Troisième sujet, papa. Quand on commence quelque chose au pays, on abandonne toujours. Je ne sais pas pourquoi. Quatrième sujet, les routes abandonnées. Cinquième sujet, je vais t'envoyer ça par mail, même si tu notes pas par terre. Cinquième sujet, le stade de la CAN a problème. C'est le septième sujet. Tous les stades, pas seulement tout. Les prix des denrées alimentaires au marché. Le riz, papa, tu sais comme le riz, non? Avant, on vendait la boîte à 150 francs. À 75 francs, maintenant, c'est 150 francs en montant. Maintenant, on mange que le riz chien.
C'est 125. C'est le ministre du Commerce qui a dit qu'il lutte contre la hausse des prix non, sur le marché. Il avait seulement dit à la télé, mais sur le terrain, ce n'est pas ce qui s'était passé. Papa de deux, il y a beaucoup de choses. Les difficultés pour se loger, c'est le problème. Dans le bailleur. Elle m'a trouvé ma cam, c'est pas où je regarde. Donc, pour se loger au pays, papa, oh, Carlos, c'est ma cam là-bas, ok. Pour se loger au Cameroun, on va pas. Le bailleur demande un an de loyer. Et avec caution. Il avait promu remboursable. L'habitement social, les logements sociaux, non. Voilà. On dit que tous ceux qui sont dans les logements sociaux ont les maisons ailleurs qu'ils ont mis en location. Ça, c'est le 7e point. Pour conclure, Pater, 2018, c'est ta fille qui te parle avec la main sur le cœur. Parce que souvent, quand je parle, mes copines disent au quartier que tu as trop fait la talakou à ton père, là. Tu as fait la talakou à ton père, là. D'accord. Et même pas d'ailleurs font la talakou. Très bien. Je sais. Très bien. Alors, Florazé, un dernier mot, Florazé, sur le sujet. Tout simplement par rapport à ce que Charles Amel et Bomboko ont évoqué ce matin. Il faut qu'on sorte des séminaires, il faut qu'on sorte des conférences, etc. Il faut qu'on vienne sur le terrain. Alors, on est entré avec les grandes ambitions, on est ressorti par les grandes réalisations, mais on n'a eu aucun projet concret. Alors moi, ce que je vais dire, c'est que si on aménage les villes secondaires pour lutter, par exemple, contre l'exode rural dans nos villages, par exemple, vous venez chez moi, vous allez constater que la banane douce abonde, mais on n'a aucune infrastructure sur le plan routier pour permettre justement à cette banane de sortir de cette contrée assez reculée. Donc on essaie de la banane douce, bio. Alors, vous allez à Yabassi par exemple, où on vous dit que par mois, on réussit à avoir au moins 30 tonnes de plantains. Mais il n'y a pas de route justement pour sortir. Alors, comment allons-nous lutter contre la vie chère au Cameroun? Comment allons-nous justement permettre aux Camerounais de s'épanouir et de bénéficier de la croissance? Simplement. Voilà donc ce qu'on peut dire dans cette navigation à vue. Madame, Monsieur, vous pourrez réagir et on va revenir sur les différents débats via vos messages que vous nous enverrez. Prenons une petite pause et revenons juste après aux élites. Retour donc sur ce plateau, Madame, Messieurs, merci infiniment à vous. La suite du Zénith avec vos messages envoyés via le numéro habituel. C'est Florazé qui va donc se charger de nous les rendre et peut-être on pourra commenter quelques SMS ce matin. Comment comprendre que votre père vous lègue une maison en bon état et que des années plus tard, elle soit en ruine? C'est ce qui arrive quand la gestion se fait par plan d'urgence et par navigation à vue. L'urgence élargie. Non, en réalité, pour comprendre, il faut dire clairement que le chef de l'État actuel a abandonné tous les projets qu'on lui a présentés comme fait de route. Il prend le pouvoir lors du 5e plan quinquennal et on lui a transmis ces projets-là, notamment les 42 000 hectares dans le Ndonga Mantoum. Vous avez entendu parler de la zone Nilon qui a été ménagée par Maïtur. Vous avez entendu Madagascar à Yaoundé, plein de choses comme ça. Donc, et même la plaine de Mbo, il y avait plein de projets qui devaient continuer. Et lui-même, il a dit qu'il allait s'inscrire dans la continuité, de ces projets. Mais le drame, c'est qu'il abandonne. Oui. Il a parlé tout à l'heure de Yabassi, parce que c'est des choses qu'il faut dire. Il y avait des projets Bafang Yabassi, avec le service civique national, participation au développement et les zones d'action prioritaires intégrées. Mais sauf que c'est un samedi, parce qu'il faut dire des choses comme elles sont, pour qu'on ne nous traite pas de qui, vous pouvez vérifier. Samedi, le 18 juin 1983, le président Biya procède à un remaniement ministériel, en réalité, qui bouleverse tout. Tous les ponts du régime, les vrais qui détenaient certains moments, sont mis de côté. Samuel Bois était à l'agriculture, c'est lui qui devrait implémenter ça, précisément parce que ancien secrétaire général à la présidence de la République, ils avaient bénéficié des fonds européens de développement pour ça, on l'enlève. Il avait surtout une maîtrise des dossiers quand même. Et Temeo Loatana, je pense qu'il était à la santé, on l'enlève. Ayessi Vodo au Minat, on l'enlève. Youssoufa Daouda, je pense qu'il était aux forces armées, on l'enlève. Guillaume Bouélé, il était information et culture, on l'enlève. Amadou Mustafa, bien qu'ils soient retenus, l'urbanisme et l'habitat, on les enlève. Et après donc, dans la crise qui le lie avec son illustre prédécesseur, il n'arrive plus à joindre les deux bouts, y compris au niveau international. Donc, voilà comment le père de la nation aujourd'hui a abandonné progressivement et est allé lui-même dans la navigation à vue.
C'est-à-dire que lorsqu'il lance le 14 août 82, son 6e plan quinquennal, voilà, il dit non au FMI. Précisément, il y avait encore des réserves. Mais où sont parties ces réserves-là? Puisque 2 mois après, le ministère des Finances de l'époque, Sadou Ayatou dit nous sommes au FMI. Et de 86 à 2006, point d'achèvement, les Camerounais sont devenus très riches, ou alors certains Camerounais, et le pays, lui, il est devenu pauvre. Oui, voilà. Pays très pauvre, très endetté. Parce que c'est mieux de donner cette chronologie des événements pour qu'on comprenne comment tout cela s'est mis en place, cette navigation 299 ministres a vu. Et on sait tous tout ce qui a suivi toutes ces décisions pas bien préparées. Autre message, Florazé. Oui, la suite, c'est avec Nelson qui réagit. Tout va de mal en pis. Nous voulons organiser la CAN 2019. Où sont les routes, celles qu'on casse, le goudron, pour baisser de la terre rouge avec des trous un peu de partout. Les vaccins finissent vraiment. Arrêtons de nous voiler les yeux. Je continue à le dire, gouverner, c'est prévoir et il faut toujours prévoir que les choses puissent arriver et qu'on puisse avoir le cadre approprié pour apporter des réponses. Non. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on évolue en plan désormais d'urgence. Quelle est l'urgence? La CAN. On oriente tous les fonds vers la CAN. Qu'on n'est même pas sûr d'organiser. On peut faire les routes, on veut faire les stades, on arrange les aérodromes. Prochain plan d'urgence, c'est quoi? On déploie les alliances, il faut inviter le maire, le Flying Eye Hospital et tout. On se tourne vers là, on envoie les Camerounais. Un jour, j'ai dit sur ce plateau aussi, et beaucoup m'ont traité d'assez dur, que le Cameroun est, je dirais, comme un enfant qui est assis devant un nouveau jeu vidéo qu'on lui a offert. Il pousse tous les boutons. Et il essaie ici. Mais c'est exactement voir si ça marche. Il dit que bon, voyons voir si c'est exactement ça. On m'a dit, on m'a traité de très dur. Alors, il y a d'autres messages, Florazé. Oui, par rapport à l'histoire du jour, Elisabeth qui dit la famille qui ne participe pas aux activités, le monsieur qui ne participe pas aux activités de la famille, aux activités de groupe, de grande famille, donc il n'est pas obligé de fêter au-delà de ses moyens, donc pour exiger de l'aide. D'accord. Autre réaction ce matin, vraiment c'est déplorable dans notre pays. Quel dirigeant donc peut se lever aujourd'hui et se frapper le torse? Rien n'évolue. D'accord. Merci beaucoup, Florazé. Merci pour ces messages qui nous ont permis de revenir sur le manque de vision politique et de cap politique fixé pour le Cameroun. On ne sait pas où on va. On nous a vendu avec beaucoup de publicité l'horizon, l'émergence à l'horizon 2035 et par les temps qu'il fait, on a l'impression que ce sera compliqué d'y arriver. Voilà. Alors maintenant, place à la revue des réseaux sociaux du Zénith. On va aller voir ce que nous disent nos Facebook notes, nos internautes et autres personnes férues des nouveaux médias. Oui, merci Eric Fopoussi. Alors, nous parlons notamment de cette deuxième journée de la visite officielle au Cameroun de la secrétaire générale du Commonwealth, Madame Patricia Scotland, qui a donc été reçue en audience, on le rappelle, par le président de la République au palais de l'Unité. Alors, lors du déjeuner officiel, pas mal de choses ont donc été dites. Le chef de l'État a fait le point sur un certain nombre de choses, sur le domaine sociopolitique, économique. Mais ce qui a aussi attiré l'attention de nos chers internautes, c'est ce que le président a réitéré comme information, sa volonté de dialogue. Mais il est aussi, et s'est montré très ferme sur sa détermination à rétablir l'ordre et à punir les coupables des différents assassinats qu'a vécu donc le Cameroun à travers la crise anglophone. Alors, de l'autre côté, on a également Madame Patricia Scotland avec ses maîtres mots qui dit donc un Cameroun prospère est une Afrique prospère et un Commonwealth prospère. Donc, elle invite tout le monde à privilégier en toutes circonstances le dialogue, la paix et la sérénité. En tout cas, sur la toile, les internautes s'insurgent. Je voudrais que Madame Patricia Scotland, en tout cas, aille sur le terrain pour toucher du doigt les réalités liées à la crise anglophone, au lieu justement de faire des toasts, tout simplement.
Alors, Chalamel, est-ce que vous croyez à ce type d'événement que le Cameroun vit? Est-ce que vous pensez qu'on peut en sortir avec quelques bénéfices? D'accord. D'accord. Mais quand même, Chalamel, c'est aussi une bonne nouvelle que le Cameroun soit fréquentable de la part des hautes personnalités du monde entier qui viennent quand même rendre visite au Cameroun. On va dire comme un certain journal que c'est une diplomatie agissante du Cameroun qui se met en place là. Il faut parler d'une démocratie jouissante. Ne parlez pas agissante. Pourquoi? Je me tais parce que je suis abattu, hein, vraiment. Je te dis, je risque de faire un AVC dans ce studio. Non, ça n'arrivera pas. Avant de partir, je risque de faire un AVC. Ça n'arrivera pas. Parce que je le dis, on ne peut pas blaguer avec la vie. Vous entendez, les Américains disent la vie d'un Américain qui tombe. Le gouvernement doit rendre compte à l'immédiat des conditions dans lesquelles nous sommes dans un pays où nous traversons une succession de crises. Nous traversons une succession de problèmes de toutes les parts des régions du Cameroun. Ça ne va pas. Le système, non, ça ne va pas. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas ce qui est dit, ce qui est fait, comment ça se fait. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a même pas rendu compte de la gestion de l'effort de guerre. On voulait savoir comment l'effort de guerre des Camerounais. Est-ce que ça voulait dire que les Camerounais ne sont pas prêts à contribuer pour la paix? D'autant plus que le chef de l'État lui-même a dit que nous sommes tous des mendiants de la paix dans le monde. Alors je pense que la secrétaire du Commonwealth, Patricia Scotland, qui arrive devait se rendre. Elle n'est pas venue pour boire le champagne. Elle n'est pas venue pour se rendre complice. Elle est là pour faire la part des choses, essayer de comprendre, d'essayer de discuter avec les gens. Et non de laisser, oui, elle est venue rencontrer. C'est les usages protocolaires. Oui, c'est les usages protocolaires. Voilà. Mais Oui. le fond, quand même, il faudrait qu'elle descende. Si le chef de l'État, peut-être, n'a pas encore trouvé les bonnes raisons de descendre, elle, au moins, pouvait servir d'intermédiaire entre les différents protagonistes. Et si protagonistes il y a, oui. sa descente sur le terrain, les discussions qu'elle aurait pu, elle pouvait être ce relais et ce véritable relais entre ces populations qui en ont marre. Parce que je vais vous dire, peut-être le chef de l'État ne le sait pas, les populations du nord-ouest et du sud-ouest en ont marre de cette crise qui est en train de se passer. Ils en ont marre. Eux aussi, ils veulent la paix. Très bien. Ils veulent être en paix. Est-ce que la secrétaire du Commonwealth ne pourrait pas être là et servir véritablement de relais, quitte à ce qui procède à une comparaison entre ce qui avait été dit par ces différents émissaires? Alors, Bobo Bengan, Patricia Scotland appelle à la paix et au dialogue entre les différents acteurs du peuple camerounais. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que, premièrement, il est venu remplir, j'allais dire, vous l'avez dit, sur le plan protocolaire, avec les relations institutionnelles publiques. C'est tout. Et c'est dramatique. Dramatique dans ce sens que... C'est des propos de circonstances pour vous? Oui, non, c'est dramatique. Pourquoi? Parce que quand elle va rentrer, elle va faire son rapport sur la base de ce qu'on lui a dit à Yaoundé. Et c'est ce que les missions de FMI de la Banque mondiale ont toujours fait depuis 1986 jusqu'à ce jour. Ils viennent, on les présente, et tu as dit, oui, le Cameroun est un bon élève. Oui, après, on vous dit, on va couper le salaire des fonctionnaires. Donc, nous sommes là dans une situation compliquée. Il y a un an, on ne parlait pas des forces de sécurité, des défenses de sécurité qui sont attaquées. Il y a un an, on ne parlait pas des forces de deuxième catégorie qui allaient sécuriser la zone. On ne parlait pas d'un certain nombre de choses. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Et un ancien Premier ministre, qui est aujourd'hui sénateur et vice-président du Sénat, Simon Achidi Achou, avait appelé le chef de l'État à un dialogue franc. Il n'a plus jamais été écouté. Il n'a plus jamais été écouté. Maintenant, qui renseigne le chef de l'État? Pourquoi fait-il de cette manière-là? De deux, là, qu'est-ce qu'on dira demain face à, j'allais dire, cette communauté internationale qui va commencer à faire des rapports? Parce que pour le Commonwealth, là-bas, on ne badine pas. Des rapports biaisés ou des rapports... Non, des vrais. Parce que, en fait, lorsque ici sur place, le REDAC va faire le rapport, parce que madame sera reçue par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Je ne sais pas ce qu'on va lui dire. Mais dans leur rapport, j'ai parlé ici dernièrement du troisième considérant. C'est ça qui va nous punir au Cameroun. Le troisième considérant
de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. C'est-à-dire qu'on va justifier demain que c'est précisément on attaque les forces de défense et de sécurité parce qu'on nous fait la répression. Pourquoi n'avoir pas évité la répression? C'est la question qu'on se posait et les personnalités se sont posées pour commencer ces médiations-là. On ne les a pas écoutées, notamment Christian Toumi, la conférence épiscopale a parlé ici de la bouche de Monseigneur Cléda, et David Aboué-Mathieu. Le ministre Grégoire on a demandé à Monseigneur Cléda de s'occuper de ses oies. Voilà. Il ne connaît rien de la politique. C'est la même chose qui s'est passée parce qu'en fait, lorsque le chef de l'État déclare la guerre contre Boko Haram, Boko Haram n'avait pas encore tué un seul. Il n'avait pas encore fait couler le sang. Il procède à des enlèvements. Des kidnappings. Non. Voilà. Après, donc, quand International Crisis Group, Amnesty International et les autres, Human Rights Watch, ont commencé à dire que le Cameroun traite mal les combattants de Boko Haram. On dit, mais ces gens-là, non, c'est nous qui avons déclaré la guerre contre Boko Haram. Et c'est nous qui déclarons la guerre contre les sécessionnistes, bien que nous ne voulons pas de sécession. Voilà. Et comment isoler la minorité des sécessionnistes? Il fallait procéder par j'allais dire, un dialogue national. Un dialogue inclusif. Et on allait, comme Aïdjo l'a fait en 1979, avec lui-même, le président de la République. Voilà, et comme le président Bialou m'a fait en 91 avec la conférence tripartite. Oui, même comme il n'a plus respecté. Même comme on peut. Il ne l'a pas fait. Parce que là, le Commonwealth a tiré sur nos doigts. Parce que l'engagement pris à la tripartite, c'était de faire un code électoral. Bien, il ne l'a pas fait. Il a fait O'Neill et le Commonwealth est venu lui dire que ce n'est pas ça. Il a fait l'ECAM, le Commonwealth dit que ce n'est pas toujours ça. Ce n'est toujours pas ça. Voilà. Alors, Florazé, comment vous appréciez cette visite de la secrétaire générale du Commonwealth au Cameroun et ses propos? Oui, cette visite est très cruciale. Donc, on attendait également un retour assez important pour les Camerounais. Alors, ce matin, on a évoqué la navigation à vue, mais c'est ça en fait. Parce que le président de la République également a évoqué le dialogue. Il a dit qu'il est pour le dialogue, mais sauf que les Camerounais s'usent déjà de patience. Carrément, on est déjà en train de sortir de cette année. Alors, on a la société civile qui a aussi un relais, qui représente les Camerounais, qui peuvent représenter les problèmes des Camerounais, qui peuvent s'exprimer aussi sur la crise et sur le dialogue qui doit être fait. On a également les élus du peuple qui représentent le peuple, qui représentent également les problèmes, notamment liés à la crise anglophone. Donc, il fallait qu'on mette un point d'honneur, notamment avec cette présence. Mais malheureusement, le constat est clair, rien ne sera fait, rien ne sera dit. Tendance, vous aussi, peut-être peut-être un mot sur cette visite. Est-ce que je la connais d'abord? Elle travaille quoi, Eric? Elle est secrétaire générale du Les pays anglophones se sont regroupés dans le monde pour former une association. Ah, c'est elle qui est la femme de Macron. Non, c'est elle qui dirige cette association-là, des pays anglophones. Je ne la connais pas, moi, papa. De tout ce que vous dites là. Moi-même, je ne la connaissais pas. Je ne la connais même pas. Comment c'est encore quelle société? Je ne connais pas. Le Commonwealth est une organisation internationale comme la francophonie. Patricia Scarman. Scotland. Patricia Scarman, maman, je ne te connais pas. Si elle tape son nom sur Facebook, je peux la voir. Oui, je la vois. Donc, dès qu'elle tape ton nom sur Facebook, je vois dans ce que tu fais dans la vie. Parce que de tout ce qu'on dit là, je ne sais pas. J'ai d'abord cru que c'est la femme de Macron. Comme ce n'est pas elle, son épouse, Patricia Scarman, c'est même son nom est dû à ce n'est pas Brigitte Macron. Son nom, c'est en anglais. Dès qu'elle tape ton nom, maman, elle va voir dans tout ce que tu fais. Pour que demain, tu reviens sur le même sujet, Flora, je réponds pas. D'accord, ça marche. Le prochain sujet à l'ordre du jour. Oui, Eric Fopoussine, on abordait déjà cette question. Le retour du vaccin BCG qui est important et capital aussi à nouveau disponible sur l'étendue du territoire. On rappelle que c'est 1 milliard de francs CFA qui a donc été débloqué pour l'achat de ces vaccins déjà disponibles. Alors, on parle également de l'acheminement en toute urgence qui doit donc se faire à travers les 10 régions du pays. Les enfants en attente, c'est plutôt la bonne nouvelle de ce vaccin, pourront donc bénéficier en toute urgence de ce vaccin dès la journée de demain, jeudi 21 décembre. Alors, les formations sanitaires doivent donc se préparer à recevoir ces vaccins sécurisés. Alors, le problème, le vaccin, il est là. Comment sera donc en fait la prise en charge? Est-ce que justement
Tous ces vaccins seront acheminés dans tous les centres hospitaliers, justement, qui attendent, où, justement, les nouveau-nés, les mamans, les enfants attendent de recevoir ce présent d'or. Ok, le vaccin... Capital pour leur santé. Oh, oui, le vaccin contre la tuberculose, vaccin BCG, hein, pour parler scientifiquement. Bon, Bengan, on va simplement dire qu'on s'est inquiété, on a beaucoup parlé ici, et on peut être rassuré après ce communiqué du ministre de la Santé publique. Non, moi je ne suis pas rassuré. Toujours pas. Ce n'est pas des nouvelles rassurantes, ça. On est allé puiser dans le stock de sécurité. Est-ce que ce qui est arrivé là va d'abord nous permettre d'avoir un stock de sécurité et en plus aller vacciner les enfants? Je ne sais pas, on ne nous dit rien. Mais l'autre information développée par nos confrères de l'œil du Sahel font état de ce que depuis 2015, c'est budgétisé 1,2 milliard dans le budget de l'État pour le problème de vaccination. Il faudrait que le Premier ministre ouvre une enquête sur cette histoire pour qu'on voie. Parce que sinon, ça va devenir comme si le ministère de la Santé publique avait organisé un assassinat collectif. Bon, le terme est peut-être dur, mais il faudrait bien qu'on se pense pourquoi on n'a pas pu avoir ce vaccin-là que le Vietnam a mis en valeur pendant la guerre. Le Vietnam est en guerre contre les États-Unis et il met quand même en place un vaccin. Le vaccin contre la tuberculose. Voilà. Chalamel, vous aussi pas du tout rassuré. On peut espérer, on peut dire au moins qu'il y a quelque chose de fait. Eric Fopossi, depuis le début de l'émission, vous nous envoyez une maxime camerounaise. Gérer ça. Prévoir. Gouverner, c'est prévoir. C'est prévoir. Ouais. Il a prévu à quel niveau là-bas? Ça, c'est de l'urgence. C'est l'urgence. Quand on a déjà on a réglé l'urgence. Si on n'avait pas parlé, si la presse n'avait pas mis dehors, ils allaient se déranger. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'à quel point les Camerounais se meurent? On parle de l'information, de la communication. Le ministère de la Santé gère une tonne de programmes. En termes de financement, le ministère de la Santé est le plus pourvu. C'est 1 milliard et poussière, 1,2 milliard sont partis où? Jusqu'à ce qu'on touche comment on va dire, au stock de sécurité. Même si c'est discrétionnaire, que cela relève de la présidence de la République. Je n'en sais rien à ce niveau. Il faut voir si ça a été financé, c'est 1,2 million, parce qu'on peut le prévoir dans un budget et ne pas voir la recette qu'il faut pour pouvoir... on a prévu en demandant aux bébés, aux parents des bébés de s'éloigner des inconnus. Parce que... pour pouvoir combattre en attendant que les vaccins arrivent. Lorsque la grossesse arrive à terme, on demande aux femmes de ne pas accoucher, d'attendre que le vaccin arrive d'abord. C'est des incongruités dans cette République. C'est une grosse incongruité. Moi, je pense que le ministre de la Santé, excusez-moi, en tant que citoyen, le ministre de la Santé devrait déposer sa démission. Il y a un ensemble de cas, une succession, on va le dire, il faut aussi vraiment d'incongruité au niveau. Est-ce que vous savez que pour les hémodialysés, certains sont obligés d'aller à Saint-Mélima? Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, ce sera encore notre cas, on va soulever avec les kits d'hémodialyse. Est-ce qu'on devait être dans un pays avec ce plan, les documents de stratégie et tout pour la réduction de tout ce que vous voulez? Est-ce qu'on devait être encore là à souffrir dans un pays comme le Cameroun? Vraiment. Alors, tendance... Pour une fois, les Camerounais, vous aimez trop ça au Cameroun. Acceptez ce qui est bien. Non, je vous confirme. Pour une fois, quand quelque chose est bien, acceptez que c'est bien. Je suis fière dans mon cœur. Depuis l'autre jour, j'avais les insomnies, je ne dormais pas. Parce que je ne peux pas compter combien de mes soeurs sont enceintes aujourd'hui. Maintenant, quand le vaccin, on parle du vaccin, vous venez encore dénigrer. Vous voyez, combien de femmes ont accouché sans ce vaccin? Non, même pas Sacha Lamel. Combien de femmes ont accouché sans ce vaccin? La période là. Combien d'enfants ont été infectés? Je suis sûr que Papa Fouda a d'abord perdu le poids. Bon, il avait les insomnies. Parce que la manière qu'on l'a rincé partout. Les médecins ont rassuré que... Quel médecin? Non, sauf que c'est difficile, je vois Eric Fopossi, c'est difficile à gérer. On demandait aux femmes de garder, d'éviter de donner leur bébé à des personnes inconnues. Non, mais attendez. C'est quelle forme de prévention? Et la poussière non. partout alors. C'était impossible. Impossible. Déjà que l'information... que l'enfant peut attendre 1 an avant d'avoir ce vaccin. Oui, et entre-temps, je n'ai pas donné... Le ministère de la Santé l'a dit, donc voilà. C'était vraiment impossible pour la maman, pour les familles de gérer cette information. Déjà, les vaccins sont là, oui. Connaissez. Mais avec vaccin, mais sauf que je souhaite que vous releviez qu'un vaccin, comme un vaccin qu'on doit prendre à la naissance,
peut se retrouver à être pris au bout d'1 an. 1 an. Voilà, c'est ça. Il faut se Mais on veut tout simplement nous embrouiller. Et avec ça, Eric Fopoussi, comment lutter contre la mortalité infantile? Sur 5 enfants, 2 au Cameroun meurent. Il faut le reconnaître. Donc, avec justement ces méthodes, l'information qui est très matérielle. Quand cette pénurie est arrivée, on nous disait on a 1 semaine. Pourtant, on est déjà à 2 mois. Non, le ministère de la Santé publique a dit comme Macron qu'il faut revenir au planning familial. Donc c'est une manière que le D'accord. La dernière, la toute dernière, je vous amène à travers le monde, notamment en France, mesdames et messieurs. Antoine Griezmann, pour tous ceux les fourrus de football, attaquant à l'équipe de France, s'est donc déguisé en basketteur noir. Alors un déguisement qui a déclenché une polémique très grave sur la toile. L'attaquant français avait donc publié une photo sur son compte Twitter sur laquelle il apparaît déguisé en basketteur noir avec une coupe afro et la peau peinte en noir. Rapidement sur son tweet, alors qui a donc déclenché un torrent de critiques et d'accusations de racisme. Alors, il a utilisé ce qu'on appelle le blackface, qui est donc une pratique raciste qui naît aux États-Unis au XVIe siècle et qui demandait aux Blancs justement de ressembler aux Noirs en se torchant le corps de poudre noire, si vous voulez, de peinture noire. Et ainsi, c'était donc un acte qui n'était pas très embrassé par la communauté noire. Et sur la toile, le déguisement est donc appelé de raciste. Être noir n'est pas un déguisement. Une couleur de peau n'est pas un déguisement, surtout quand elle porte en elle des siècles d'esclavage et de racisme. Personne n'a le droit de dire aux Noirs offensés comment réagir par rapport à cette attaque qui n'a pas été très bien reçue par les Noirs à travers le monde. Mais on rappelle quand même que le défenseur, l'attaquant, a reconnu sa faute sur son tweet. Il a dit « Je reconnais que c'est maladroit de ma part. Si j'ai blessé certaines personnes, je m'en excuse. » D'accord, merci infiniment pour cette information. Florazé qui va nous permettre de mettre un terme à cette revue des réseaux sociaux et surtout, voilà, relever ici quelques informations quand même liées aussi à cette journée, également cette sortie du Conseil national de la communication qui a donc sanctionné et puni certains journalistes. On va avoir le temps dans les prochaines éditions de cette émission de revenir sur l'actualité concernant ces sanctions-là. Voici la suite, mesdames, messieurs, de votre émission Le Zénith. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturoff, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturoff favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturoff, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturoff repart et protège. Vergeturoff, le miracle du cosmétique. Et nous parlons ce matin de Vergeturoff avec justement Miss Vergeturoff qui est sur le plateau B. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith, bonjour à Tendance du Cameroun. Oui, bonjour à Tendance du Cameroun. Nous bonjour avons besoin de toi ici au Cameroun. Non, non, c'est du Cameroun. Ah, du Cameroun, ouais. d'accord. Ouais. Ah oui, c'est mon deuxième nom. Ok, d'accord. Alors, quelle est la bonne nouvelle de ce matin? Alors, avec Miss Vergeturoff, il y a toujours de bonnes nouvelles. Vous qui souffrez des vergetures, vous qui avez longtemps souffert de vergetures, vous qui avez passé le temps à acheter des crèmes X, Y dans des grandes parfumeries, dans des supermarchés, dans des pharmacies sans succès, vous qui avez du mal à aborder des tenues, des démembrés, alors c'est terminer vos soucis, terminer vos angoisses parce que Miss Vergeturoff a mis sur pied pour vous un produit miracle qui va éliminer efficacement les vergetures sur le corps. Et donc, on va demander pourquoi appelle-t-on Vergeturoff crème miracle? Très bonne question, Eric. Pourquoi appeler Vergeturoff crème miracle? Simplement parce qu'elle a réussi là où les autres ont échoué. Simplement parce qu'elle élimine efficacement, j'insiste sur le thème efficacement, les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Plus besoin d'acheter des compléments alimentaires de collagène. Crème miracle parce qu'elle favorise la régénération cellulaire. Crème miracle parce qu'elle hydrate en profondeur, Erika.
Et donc, comment utiliser Vergeturof pour obtenir de meilleurs résultats? Alors, aussi simple, pour utiliser Vergeturof, il vous suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produit que vous appliquez sur les vergetures, masser, frotter pendant 2 à 3 minutes, voire 4 minutes, jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur, preuve qu'effectivement le produit a effectivement pénétré. Mais seulement ne l'associez pas aux produits éclaircissants, encore appelés vulgairement dans nos quartiers Janson. Ne l'associez pas aux produits hydratants sur des zones affectées, appliquez uniquement Vergeturof pour avoir de bons résultats, Eric. D'accord. Autre question que tout le monde se pose. Alors, quelle est la particularité de Vergeturof? Alors, la particularité de Vergeturof, ce sont ces ingrédients ciblés et sélectionnés pour répondre aux attentes des utilisateurs. La particularité de Vergeturof, c'est son SPF, son film protecteur solaire contenu dans la crème Vergeturof et surtout son petit prix, Eric, 6 500 francs seulement pour les miracles opérés par Vergeturof. Et donc cette crème miracle dont vous parlez agit-elle sur toutes les vergetures? Oui, Vergeturof est super efficace sur tout type de vergetures. Des vergetures dues à l'utilisation des produits éclaircissants, je l'ai dit, encore appelés dans nos quartiers Janson. Des vergetures dues à une prise ou à une perte brutale du poids. Des vergetures dues à une transformation hormonale chez les adolescentes. Des vergetures dues à une déficience en fibres d'élastine. Vergeturof est super efficace. Et donc on va terminer avec vous, Miss Vergeturof, et se demander quels sont les points de vente et les contacts. Alors, Vergeturof est sur le marché camerounais depuis 1 an déjà et on les trouve dans toutes les parfumeries des marchés du Cameroun, à Mbalmayo, parfumerie Madonna, à Ibolova, parfumerie du Lac, à Tchang, parfumerie Fotou, à Bafoussam, supermarché Yach Center et parfumerie El Blanco, à Kribi, Paradis Baby. Les points de vente étant si nombreux, appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 0028 28, 680 0028 28 ou alors allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeturof. Merci. Oui, beaucoup. Eric, je ne partirai pas sans demander à Charles Hamel de rester au Cameroun, de ne pas partir. En Libye, bien sûr. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturof. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Retour donc sur ce plateau, madame, monsieur, merci infiniment à vous pour votre fidélité sur la télévision leader Equinox Télévision. Au-delà de l'image, nous rendons compte le Zénith qui laisse place maintenant à une articulation toute particulière et il s'agit d'interpellation. On va tout de suite aller s'enquérir de ce sur quoi nous sommes interpellés ce matin. Oui, mon idée, c'est qu'il faudrait qu'on ait des routes. Par exemple, les points reculants de nourriture, ça ne peut pas arriver. Pourtant, c'est cette nourriture-là qui pouvait nous aider à vendre et acheter et aussi avoir un peu d'économie. Et on a toujours dit là où la route passe, le développement suit. Si nous n'avons pas de route, vraiment, je ne crois pas qu'on peut s'en sortir. Essayons d'agrandir nos routes. Et là où il n'y en a pas, qu'on construit des routes. Interpellation ce matin sur la question épineuse des routes au Cameroun. Le Cameroun qui manque de routes, le Cameroun qui est aux prises à des régions qui sont très enclavées. Florazé, vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. Vous pouvez également d'autorité nous en dire beaucoup plus sur ce sujet. Ce que je veux dire, c'est que si les routes étaient aménagées et très bien construites, on n'aurait pas tous ces jeunes qui quittent des villages.
des villes secondaires pour venir justement dans les grandes métropoles comme Yaoundé et Douala. Voilà le problème qui se pose. On aurait justement des jeunes sur place qui allaient poursuivre leurs études. On aurait justement un aménagement qui permettrait aux enfants, aux jeunes, de se former sur le plan technique sur place et maintenant préparer des techniques pour notamment à travers ce qui est produit sur place, d'essayer de ravitailler pas mal de régions. C'est le problème qui se pose, l'enclavement. Mais notamment, on a relevé le fait que les projets, justement, sur l'élaboration des routes au Cameroun est là, est visible sur les papiers, mais rien n'est fait. Même quand les routes sont construites, justement, on ne les aménage pas. Aujourd'hui, toutes les routes qui avaient été viabilisées sur la route de, je veux dire, dans la ville de Douala, sont à quel état aujourd'hui? Il y a d'autres dont la broussaille a déjà envahi toutes les pistes. Donc aujourd'hui, on ne fait rien. Douala est recouvert, n'a pas de route, mais est recouvert justement des populations, je vais dire compter des populations qui ont envie justement d'être émergents, qui ont envie de donner quelque chose. Mais il y a toujours un blocus, l'accès en tout. C'est-à-dire que sur le plan routier, sur le plan administratif, ça pose un problème. Donc, on a besoin des routes, justement. Et je veux dire, un individu qui a faim, qui manque de moyens pour s'acheter ne serait-ce qu'un bout de pain, pour se nourrir, ne peut rien donner comme résultat escompté. D'accord. On a souvent dit que là où il y a la route, le développement suit. C'est pas moi qui le dis. Donc c'est clair. Et surtout lorsqu'on voit quel est le coût de 1 km de route bitumée au Cameroun, on parle de 1 milliard de francs CFA. Quand même vous aussi. Vraiment. Voilà. T'en as un petit mot quand même. Mais Bayam, ça là nous insulte souvent au marché. Quand tu arrives, le prix du macabo, si on te laisse 6 macabos à 5 centimes, donne 7 ou 7 et 8. Elles vont te dire que ma chérie, sont les macabos de Konjo. Si tu veux toi aussi, tu vas acheter ta part en Konjo. Il y a pas 5 Konjo. Que tu sais comment on souffre pour sortir du champ de la brousse. Tu viens discuter qu'on te donne 7 macabos à 500 francs, ma chérie. Ici, on ne fait pas le docteur, donc continue devant. On nous fait le chantage. Bon, tu vas imaginer. Maintenant, ce qui est intéressant en sortant maintenant, ce n'est que les tomates. Donc, les informations que vous donnez, chère dame. Préparez la sauce tomate comme vous voulez et comme vous voulez. Mais on mange avec quoi? Avec le macabo. Nous qui voulons manger le macabo alors. Préparez la sauce tomate, on mange ça avec le riz. Le riz chien. Le riz chien, la boîte c'est 120 sous au marché, ça fait 100 sous. Mais attention au berry-berry. Oui, attention au berry-berry. Le couscous sauce tomate, le couscous du riz. Avec la sauce tomate, ça passe. Faites la sauce tomate. Vous mangez avec les bâtons de Yaoundé. Oui. Ça passe. Attention à la constipation. Donc, voilà tout ce que je peux vous dire ce matin. Les Bayam là, vous nous faites le chanteur parce qu'il n'y a pas les routes, il n'y a pas si conjo. Le bon manioc, on dit que maman, le manioc, il n'y a pas si cuit bien, mais où sont les routes? À ce moment, on a souffert. On souffre d'abord pour acheter ça. Circuler. C'est comme ça que Bayam, on ne discute plus un moment. Donc, ce qu'on peut s'en sortir maintenant dans les marchés, c'est le riz chien et les tomates. Voilà, donc ce n'est pas une question aérienne, c'est une question très importante des routes et on voit bien que l'impact des routes dans nos vies est clairement très fort et surtout que les choses coûteront peut-être beaucoup moins cher s'il y avait des routes. Peut-être un mot, Chalamel, sur cette épineuse question des routes, parce qu'évidemment, lorsqu'on parle ici de plans, vous avez parlé de plans quinquennaux hier, et on a vu tous ici que ces plans avaient donné droit à de nombreuses infrastructures routières qui avaient été construites à l'époque de Aïdjo, du régime Aïdjo, et que depuis lors, on est clairement dans une navigation. Pour évoquer évidemment le sujet populaire ce matin lié aux projets qui sont donc des projets sans aucune visibilité. Voilà. Alors, je vais vous répondre simplement en disant que ce qui entre par l'esprit sort par les muscles. Et les muscles, pour se développer, ont besoin d'être rechargés. Les plaisirs du ventre entraînent ceux du bas-ventre et ceux de la société. Donc, pour dire que celui qui ne mange pas ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Moi, je vais vous inviter, bientôt c'est vendredi après-demain, allez vous asseoir au niveau de l'aéroport de Douala. Vous allez voir des grosses voitures venir garer, ressortir des caviars, sortir des vins qu'on envoie depuis l'Europe pour des individus qui vont célébrer les fêtes au Cameroun. Oui. Ils font les achats dans les plus gros magasins en Europe, on vient livrer au Cameroun, ils récupèrent. Or, le pauvre qui est à Douala, qui veut manger le mbong, qui veut manger le macabo, qui veut manger son pauvre haricot, ne parvient pas à le consommer parce qu'il n'y a pas d'accès. La route ne sort pas. Et lorsqu'il réussit même à se battre avec les pouces,
avec les tricycles assortis de la forêt, c'est le policier en route qui ne le laisse pas respirer. Lorsque le policier ne réussit pas à prendre 1000 francs, il demande à la Bayanselam de diviser le sac en deux. Oui. Comme frais de monnayage, on coupe le sac ça. en deux. J'ai vu comment les Bayanselam divisaient les 5 sur la route pour donner la part de ces garçons. Donc c'est pour vous dire que... Et vous chutez par là? Traumatisés. Je suis traumatisé. Et vous chutez par là par un traumatisme? Oui, je suis. Mais c'est grave. Traumatisme crânien. Ok, la suite de votre émission, le Zénith, avec une note de glamour. Bio-romance. And you, who are you inside? Reveal the inner you. Bio-romance, the new fragrance by the laboratoire Biopharma. Et donc, pour en parler ce matin, on parle de glamour aussi. Ce matin, on parle également de la présentation de cette nouvelle marque. Et j'accueille sur le plateau du Zénith une Miss. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour à toute l'équipe du Zénith et à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bonjour ma puce. D'accord. Et merci pour le sourire aussi. Alors, on va surtout dire que Biopharma vient d'agrandir son portefeuille d'une nouvelle marque appelée Bio-romance. Vous nous la présentez, cette marque? Alors, il faut dire que depuis des années, la devise des laboratoires Biopharma, c'est l'innovation et le perfectionnement continu. C'est d'offrir aux consommateurs des produits de qualité qui répondent à leurs besoins, qui sont adaptés aux normes internationales, mais qui sont surtout accessibles. Donc, c'est dans cet élan d'innovation que les laboratoires Biopharma agrandissent leur portefeuille cette fin d'année avec la marque baptisée Bio-romance. Donc, Bio-romance, c'est une gamme de parfums et de lait de toilette adressée à la gente féminine afin qu'elle puisse affirmer davantage son caractère et vivre pleinement sa beauté. D'accord. Et donc, c'est quoi la particularité de Bio-romance? On a très envie de savoir. Alors, la particularité de la marque Bio-romance, c'est que c'est une gamme qui répond aux besoins de toutes les femmes dans leur diversité. Donc, chaque senteur ici a été longuement mûri afin de permettre à la femme qui l'utilisera de se reconnaître en elle et de mieux affirmer son caractère, comme je le disais. Donc, il y a plusieurs senteurs. Si vous êtes une femme qui est plutôt fleur bleue, timide, vous avez la senteur romantique. Si vous êtes plutôt élégante, classe, il y a la senteur glamoureuse. Si vous êtes cette femme-là qui est plutôt mystérieuse, qui est envoûtante, vous avez la senteur mystérieuse. Et si vous faites partie de ces femmes-là qui n'ont pas peur de mettre en avant leurs atouts, ça veut dire que vous êtes very sexy. Donc, il y a la senteur very sexy. Il y en a pour toutes les femmes en tout cas. Et si vous êtes pétillante, colorée, joviale, il y a également la senteur exotique. Donc, la particularité de la marque Bio-romance, c'est que toutes les femmes trouvent leur compte dans cette gamme. Sophie, tu vas me garder deux, pardon. Tu me gardes deux pour les personnes timides comme moi. Alors, et l'autre maintenant, tu donnes pour ta belle-mère. Je donne pour ma belle-mère, ça fait 2 boîtes. Il n'y a pas de souci. D'accord, ma copine. Il n'y a pas de souci. J'ai remarqué que votre voix, elle est très douce et savoureuse. Et ça me questionne un tout petit peu. C'est aussi lié à cette marque Bio-romance. Après, quels sont les prix? Soit. Alors, je n'ai rien dit avant. Hein. Ne prenez pas ça en compte. Ne prenez pas ça en compte. Merci du compliment. Alors, pour parler des prix, il faut dire que jusqu'à présent, les femmes déboursaient énormément pour s'offrir des parfums. On voit des femmes qui achètent des parfums à 50 000 francs, à 100 000 francs et même à 150 000 francs. Donc aujourd'hui, Biopharma décide de révolutionner ce domaine de la cosmétique en vous offrant ce magnifique duo au prix unique de 5 500 francs seulement. Donc avec 5 500 francs, vous pouvez vous offrir le parfum et le lait de toilette. Bon, le parfum seul, lui, coûte 3 500 francs et le lait de toilette, 2 500 francs. Donc, le duo, c'est 5 500 francs. Voilà, j'y arrive. D'accord. Alors, où peut-on trouver donc ces produits en ce moment? Alors, il faut dire que les produits sont déjà disponibles dans les grandes surfaces. Nous avons Super U à Bali et Bonamo Sadi où ces produits sont disponibles. Nous avons également Casino, Santa Lucia à la Cité SIC. Nous avons Spa à Trium. Nous avons Maïma. Et nous sommes en train de travailler sur le référencement afin qu'il soit disponible même dans vos boutiques de vêtements, dans vos quartiers, dans vos salons de coiffure et bien d'autres. Donc, pour le moment, vous pouvez le retrouver dans vos grandes surfaces, Super U, Santa Lucia, Maïma, Casino et bien d'autres.
En tout cas, merci donc à vous, Sophie, d'être venue sur ce plateau nous parler de cette nouvelle marque Bioromance de chez Biopharma. C'est moi qui Bioromance. Inside. Reveal the inner you. Bioromance. The new fragrance by the laboratoire Biopharma. Voilà, après cette touche de glamour dans le Zénith, on va donc poursuivre avec ceux qui se posent beaucoup de questions sur comment cuire leurs aliments. On a une solution idoine qui est la poêle Red Copper. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de me ces gants. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Et donc, vous l'avez vous-même remarqué, la poêle Red Copper qui est donc vendue à 15 000 francs CFA et les gants, les super gants à 6 000 francs CFA, madame, monsieur. L'ensemble poêle plus gants coûte 18 500 francs CFA. Ceci pour les 20 premières personnes à nous appeler au numéro 676 05 10 06 si vous êtes à Douala. Également le numéro 691 38 17 10 à Bafoussam 698 83 98 50 et à Yaoundé 699 74 19 35 pour ceux qui souhaitent voilà, s'offrir ces deux articles, la poêle Red Copper et les gants, les super gants, via ces différents numéros. Je rappelle, les 20 premières personnes appelées vont donc prendre les deux à 18 500 francs CFA. La suite de ce programme, le Zénith, avec cette fois vos différents messages. On laisse le temps pour les commenter également avant de mettre un terme à ce programme. Alors, Florazé, c'est vous qui allez vous y coller. Merci, Eric Fopoussi. Alors, cette réaction de Séraphin qui dit que ça ne va pas au Cameroun, les enseignants du primaire sont marginalisés et pour la plupart, ils sont payés par les parents. Autre réaction, le Cameroun. Les enfants du primaire sont marginalisés. Les enseignants. Oui. Les enseignants, d'accord. Le Cameroun ne manque pas d'argent. Pour preuve, on ne vole jamais le million, c'est toujours à partir du milliard. C'est Calvin de Konsamba qui réagit ce matin. Donc on parle également là d'un problème camerounais, cette affaire de détournement de fonds qui est également à mettre à l'actif de ce que les projets qui sont mis en place sont en train de patiner. Parce qu'évidemment, il y a cette mauvaise gouvernance liée à la corruption et tout ce qu'on peut observer comme malversation financière.
Je ne sais pas si c'est ça la cause, mais je me rappelle de cette interview accordée par le chef de l'État camerounais en février 1987, sa première interview à la CTV, à Eric Tchindjé. Il avait dit qu'il n'avait pas de preuves. Donc, je ne sais pas si les gens détournent. Il avait dit qu'il n'avait pas de preuves. Mais aujourd'hui, on peut voir l'opération Épervier et... Non, il avait dit que ce sera pour assainir les finances publiques. Oui. Il a créé un tribunal pour dire tribunal spécial TCS. Voilà, oui. mais pour voler. Maintenant, je ne sais pas si vous et Charles Hamel, tendant, vous avez l'information pour dire est-ce qu'il a récupéré l'argent que les gens ont volé. Je ne sais pas. Parce mais au moins, Charles Hamel, il y a reconnaissance quand même qu'il y a... Je sais aussi que la Chambre de compte de la Cour suprême a dit qu'il y a trop de vols. Voilà. Moi, je ne sais pas. Mais il a dit qu'il attend les preuves. Mais Charles Hamel, quand même, il faut dire que l'opération Épervier a permis de mettre la main sur quelques prévaricateurs de la fortune publique. Comme moi, je sais qu'il y a aussi la CONAC. Je sais qu'il y a la NIF. Je sais qu'il y a une commission... Le Conseil supérieur de l'État, oui. Mais je sais qu'il y a certains qui avaient commencé à rembourser lorsqu'on avait voulu les arrêter. D'autres qui étaient dedans, qui avaient déjà même remboursé, mais qu'on a toujours condamné. Bon, vraiment. Et que lui, il a refusé de mettre un test d'application pour l'application de l'article 66. Michel Fotso, là, clairement. Non, l'article 66. C'est un dossier aussi qu'on peut ouvrir ce matin. Laissons ces gens, on ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Pourquoi on ne va pas déclarer les biens? C'est lui-même qui a dit ça. Que tout le monde qui gère les fonds publics, qui a un mandat électif, doit préparer les biens avant et à la sortie de son mandat. Bon. D'accord. Moi, je n'ai jamais entendu qu'une personnalité a déclaré ses biens ici. Donc, je ne sais pas s'ils ont volé. Le fameux article 66 de la Constitution du 18 janvier 1996, qui est donc issu de cette conférence tripartite de 91 et qui tarde à s'appliquer de manière globale et de manière définitive parce qu'il y a de nombreux points qui restent encore pas applicables et qui attendent encore leur décret d'application. Donc c'est prévu. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, d'accord. Autre message, Florazé. Une autre réaction ce matin, Eric Fopoussi. Le mariage est une bénédiction et une institution divine. Beaucoup de jeunes ne se marient pas aujourd'hui à cause de la dot trop élevée. Un mariage sans dot serait donc la bienvenue au sein de notre communauté. Mais vous allez faire bondir. On ne pourra pas décréter ça. Vous allez faire bondir. Allez parlementer. Quand vous voulez vous marier, vous draguez bien la fille. Oui. Pourquoi vous ne pouvez donc pas venir avec le même langage, négocier la dot? La dot, ça se négocie, c'est significatif. Alors, mais vous pouvez courir derrière une fille pendant 1000 ans. Justement, c'est diplomatique, c'est ça. Oui. En réalité, la protection de la famille, de la femme que vous allez épouser, des enfants commence par le dialogue. Quand on dit dialogue, comment éduquer ces enfants? Comment apprendre à votre épouse que non, dans ma famille, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça, les heures se coutument, c'est de cette manière. Ça commence par là. Votre capacité de persuasion aussi. Oui, mais vous estimez que, non, dis donc, quand je vais demander à quand il va me donner 3-4 millions, je vais aller doter une femme. Ce n'est pas une marchandise. C'est pas une marchandise. Mais il y a quand même que dans certaines régions du Cameroun, c'est presque... ça a toujours été comme ça dans les sociétés africaines. Vous pouvez demander, quand vous parlez de budget, vous pouvez budgétiser le dot et ça va vous porter vers les 10 millions. Donc vous n'allez pas vous marier. Et quand vous dites qu'on vous aimez, vous allez parlementer. Les 10 millions budgétisés vont même revenir. Donc pour vous, la dot abusive n'existe pas. Ça n'existe pas, puisque la dot ne finit pas. Dans la tradition, ça ne finit pas. C'est-à-dire, n'imaginez pas que bon, la liste qu'on m'a donnée, comme j'ai tout donné, la dot est finie. C'est faux. Alors, Charles Hamel, quand même, cette question de dot a été tout récemment traitée par la récente révision du Code pénal, où on annonçait évidemment quelques mesures prises contre ceux-là même qui profitent de ce dot. C'est le Code pénal, il faut annuler ce Code pénal. Oui, tout à fait. On parle du Cameroun, les affaires publiques du Cameroun. Mais justement, puisqu'on a révisé un Code pénal pour aboutir à celui-là. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à Amadou, un père qui s'est battu pour envoyer sa fille à l'école, qui a veillé sur sa fille pendant des mois de maladie, pendant des souffrances. Vous allez arriver comme ça sans user de la diplomatie pour lui faire comprendre que ce qui est précieux à tes yeux l'est aussi à mes yeux. Et de la même façon que vous avez su conserver ce joyau, je vais le conserver de la même manière. Et que celui à qui vous dites essaie de percer dans votre regard
n'est-ce pas, un trait de vérité pour vous dire, ok, je te crois, même comme j'ai des doutes, je te crois. Donc, parce que je t'ai demandé de me donner ça, non, je prends ceci pas. Après, on se verra. Ce n'est que ça. C'est la famille qui organise le mariage des deux enfants et s'occupe de tous les détails. Le mariage est assez dénaturé de nos jours. Vous n'allez pas me dire qu'un garçon de 27 ans peut organiser au fiancé lui-même son mariage. Alors, merci. Et après? Merci mon frère. Alors, le garçon de 27 ans, alors oui, la famille organise. Et après? Et après le mariage, quand il va falloir payer les factures, quand il va falloir payer, s'occuper de la femme qui est enceinte et tout, on ira encore vers la famille. On ira encore vers la famille. S'il a 27 ans et qu'il dit qu'il veut se marier, il faut qu'il se batte d'abord. On peut l'accompagner, mais qu'il se batte. Mais je donne les billets d'aide. Nos mamans, demandez, interrogez vos mamans. Vous avez l'impression que le monde commence aujourd'hui. Premièrement, nos grands-mères, j'ai même oui, mais se baptême Bombok. Nos grands-mères n'avaient même pas d'acte de mariage. Mais ils étaient en mariage. Mais c'était à l'époque. C'était à l'époque. Vos mamans, vous pensez qu'elles n'ont pas connu la puberté. Elles n'ont pas été jeunes et belles comme vous. Et qu'elles n'ont pas vécu. Voilà, elles ne s'amusaient même pas. Voilà, non, soyons sérieux. Posez-leur la question, elles vont vous répondre. Ne pensez pas que c'est vous qui vous grandissez à peine un enfant de 15 ans, comme disait le président français dernièrement. Il peut apprendre quoi? On dit qu'elle peut avoir les rapports sexuels consentants à 15 ans. Et vous appelez ça évolution? Ah d'accord. Mais je me rappelle aussi avoir dans une certaine époque vu, entendu parler des femmes qui se mariaient un peu plus jeunes que ça aussi en Afrique, Bengale. Non, j'ai dit donc c'est ça l'évolution. Non, quand une fille a 15 ans, vous ne faites pas des rapports sexuels. Justement... Donc elles allaient marier sans rapport sexuel? Sans rapport. Laissez-moi vous dire, justement, c'est la culture islamique, c'est pas la culture africaine. C'est là où vous faites tout faux. Je vous parle des cultures qui ne sont pas islamiques. Ce n'est pas la culture africaine. La culture africaine fait qu'on préserve les enfants. Vous ne verrez jamais c'est que les pédophiles étaient punis. D'accord. Étaient punis. Merci beaucoup à vous sur le plateau du Zénith ce matin. Ça a été une émission encore plus lumineuse. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.